Bienvenue au podcast Sac du Car. Mon nom est Didier Orléjus. Cette semaine, je vais être accompagné par tout l'épisode par Marc-André Chaloux. Et en compagnie de Marc-André, tout d'abord, on va faire un retour sur la victoire des Alouettes contre les St. Peters de Calgary. Les Alouettes ont eu chaud, hein? À un certain moment donné. Je sais pas pour vous, j'ai commencé à douter. Je me suis dit, la séquence victorieuse va peut-être se terminer. Malheureusement, bien non, les hommes de Jason Maas sont revenus de l'arrière afin de défaire les St. Peters de Calgary. Je vais également recevoir Mathieu Betts. On s'est entretenu avec l'ailier défensif des Lions de Détroit il y a quelques jours. Alors, on va vous jouer cette entrevue. J'espère que ça va vous plaire. Et toujours en compagnie de Marc-André, par la suite, on va commencer notre avant-goût de la saison 2024 de la NFL. Donc, à partir d'aujourd'hui et au cours des 8 prochaines semaines, à chaque semaine, on va faire un avant-goût, un preview, comme on dit, de chaque section de la NFL. On va commencer avec la section justement des Lions de Détroit, la section nord de l'Association nationale. Et après ça, on va répondre à vos questions. Vous nous avez envoyé quelques questions, donc on va y répondre durant la minute des fans. Et toujours en compagnie de Marc-André, on va terminer l'épisode en beauté en parlant de fantasy football, du classement de Marc-André à la position d'ailier rapproché. Et comme d'habitude, je vous invite à partager mes publications sur les réseaux sociaux, à inviter vos amis qui sont également des mordus de football, des partisans des Alouettes, des mordus du football de la NFL, à s'abonner à la chaîne YouTube. On essaie de bâtir une communauté de football ici au Sac du Car. Alors, invitez vos amis qui sont des maniaques de football à s'abonner à la chaîne YouTube afin de ne rien manquer. Alors, je vais commencer en discutant des Alouettes avec Marc-André Chaloux. Parce que, comme je le disais, c'était une autre victoire spectaculaire des hommes de Jason Maas. On tirait de l'arrière par 11 points, Marc-André, au début du quatrième quart. Et malgré tout, on a été en mesure de revenir de l'arrière, notamment grâce à un toucher victorieux de Walter Fletcher, qui a vraiment connu tout un match, autant par la passe qu'au sol. Il y a un cliché sportif qui dit, c'est souvent, Didier, la clé des bonnes équipes, hein, le caractère, être en mesure de revenir de l'arrière. Mais par contre, Didier, la défense qui semblait insubmersible, celle des Alouettes depuis le début de la saison, mais on s'est rendu compte que peut-être que les Stampeders ont créé un précédent ou un verbatim de ce qu'il faut faire pour avoir du succès contre les Alouettes, parce que la défense, Didier, a quand même connu son pire match de la saison jusqu'ici. Oui, en première demi, hein, surtout au sol. Et il faut donner crédit aux St. Peters. Les St. Peters, Marc-André, sont arrivés avec un bon plan de match. Tout d'abord, en première demi, ils étaient plus robustes que les Alouettes, grâce notamment à leur ligne à l'attaque. On a eu du succès au sol. Et pour ce qui est par la passe, Jake Maier décochait des passes rapides. Ça faisait en sorte que la pression que Noel Thorpe tentait d'envoyer ne pouvait pas se rendre à Jake Maier. Donc, on était près du côté des Stampeders. Les Alouettes étaient favoris par 10 points, si je me souviens bien. Ça froissait les Stampeders, ça froissait l'entraîneur-chef de Calgary, Dave Dickinson. Puis il en avait parlé à ses joueurs durant la semaine de préparation. Donc, Calgary s'est amené au Saprosol Molson en voulant prouver quelque chose. Et puis, ils ont passé bien près. Je crois qu'ils ont prouvé qu'ils sont une bonne équipe, ça, il n'y a aucun doute. Mais ils ont passé bien près de causer la surprise et de l'emporter. Mais il faut donner crédit à la défense des Alouettes, Marc-André, parce que oui, bon, elle a mal joué, entre guillemets, comme je viens de dire. Calgary a vraiment bien joué lors des 30 premières minutes de jeu. En deuxième demi, on a accordé seulement 3 points du côté des Alouettes. Là, ça a permis à l'attaque, justement, de permettre aux Alouettes de revenir dans le match. Alors, en plus de ça, ça s'est terminé avec l'interception de Deontay Ruffin. Ça a été le point d'exclamation. On a apporté les ajustements. On ratait beaucoup de plaquants en première demi. J'ai eu la chance d'interviewer Mustafa Johnson, justement, à la mi-temps. Il avait dit, on va aller dans le vestiaire, puis on va parler de ça, puis on va sortir fort en deuxième demi. Écoute, les Alouettes ont tenu parole, vraiment. Là. L'unité défensive s'est bien ressaisie lors du troisième et du quatrième quart. Elle s'est ressaisie, mais il y a eu un problème de pression tout au long de la game la game du match parce que on n'a quand même pas réussi de sac du corps du côté des Alouettes. Puis ça, c'est une première aussi cette saison. Et même des deux côtés, je pense que Calgary non plus n'ont pas réussi de sac du corps non plus. Donc vraiment, la pression sur l'écart, ben écoute, on faisait du bon travail des deux côtés au niveau de la ligne à l'attaque. Oui, et puis comme je dis, c'était le plan de match de Calgary également. Là. On ne voulait pas que Jake Maier garde le ballon trop longtemps dans ses mains. Quand tu regardes les statistiques, au bout du compte, il a passé pour moins de 200 verges. Il a bien joué, Jake Maier. Mais c'est pas comme s'il a taillé en pièces l'unité défensive. C'est vraiment le jeu au sol. Une fois que les Alouettes ont joué avec plus de robustesse,
sont mis à plaquer du côté de l'unité défensive. Mais là, on l'a vu, l'attaque au sol de Calgary n'a pas connu de succès en deuxième demi. Donc, ça a été un test pour les Alouettes. Puis j'oublie avec qui je m'entretenais après la rencontre. C'est avec Deontay Ruffin, justement, et également avec Alexandre Gagné, qui me disait, écoute, nous, on a déjà passé à travers de l'adversité. Eux, à Lemita, ils se sont dit, si on était capable de revenir de l'arrière lors du match de la Coupe Grey contre Winnipeg, on peut revenir de l'arrière aujourd'hui. Puis c'est exactement ce qui s'est arrivé du côté des Alouettes en deuxième demi. Comme quoi, on a de l'expérience et on a beaucoup de confiance du côté des hommes de Jason Maas. On a déjà là, vécu des situations difficiles la saison dernière. Alors, on dirait qu'il n'y a rien qui est à l'épreuve des Alouettes en ce moment. Côté de l'attaque, Didier, il y a vraiment eu deux, disons, acteurs principaux de la victoire des Alouettes ou de la remontée des Alouettes. Tyson Philpott, qui continue vraiment son début de saison Ouais. exceptionnel. Il est le deuxième pour les verges par la passe dans la NFL, dans la CFL, dans la LCF depuis le début de la saison. Et Walter Fletcher, qui a vraiment connu un grand match, 104 verges par la passe, 160 verges au total. Vraiment incroyable, Walter Fletcher. C'est selon moi, son meilleur match dans l'uniforme des Alouettes depuis le début, depuis sa carrière, disons, depuis le début de sa carrière ou de son, depuis le début, depuis qu'il est avec les Alouettes. Ouais, ben ça me rappelle la performance qu'il avait eue lors de la deuxième semaine d'activité à Edmonton. Souviens-toi, lors de ce match-là, il avait inscrit un touché par la passe, un touché au sol au quatrième quart. Et d'ailleurs, le touché qu'il avait marqué au quatrième quart à Edmonton, qui avait concrétisé la victoire des Alouettes, c'est exactement le même jeu au sol qui lui a permis d'inscrire le touché de la victoire contre les Stampeders. Alors, il faut donner crédit à la ligne à attaque qui est en mesure de créer des brèches pour Walter Fletcher, qui a vraiment connu un format. Regarde-moi ça, il a attrapé le ballon à une main, puis ensuite de ça, il se met en marche. Il est tellement difficile à plaquer à champ ouvert. Le pauvre Trey Robertson, il y a eu un jeu où est-ce que Fletcher, je pense qu'il l'a feinté deux, trois fois. Je me demandais si Robertson, là, il n'allait pas subir une entorse à une cheville. Non, Walter Fletcher, c'est ça sa force. Hein? C'est en tant que receveur en sortant du champ arrière. C'est un bon porteur de ballon. Puis c'est sur ce jeu-là, finalement, c'était sur une course qu'il a feinté Robertson, on vient de le voir. Et il est bon en protection. Ça, c'est quelque chose que Jason Maas répète continuellement lorsqu'on lui parle de Walter Fletcher. C'est à quel point c'est un bon bloqueur également. Et pour ce qui est de Tyson Philpott, ben, il a eu le déçu sur son frère. Il affrontait son frère Jalen, mais il l'a complètement éclipsé. Puis c'est rendu qu'on s'attend à ce genre de performance de la part de Philpott. Philpott, à l'image de Cody Fajardo, qui a vraiment connu un bon match. On n'a pas mentionné le nom de Fajardo, mais ces deux joueurs-là, depuis le match de la Coupe Grey, écoute, ils regorgent de confiance. Ça se voit lorsqu'on leur parle. Ils sont enthousiastes et ils croient en ce qu'ils sont en mesure de faire. Est-ce que les Alouettes au complet, l'équipe est en mesure de faire? Puis encore une fois, il faut mentionner la foule. La foule, là, au quatrième quart, lorsque les Alouettes effectuaient leur remontée, à chaque fois que les Stampeders étaient sur le terrain, Marc-André, elle était bruyante et elle nuait vraiment au travail de l'attaque de Calgary. Le 13e homme, là, pour un deuxième match de suite à Montréal, a vraiment livré la marchandise. Alors, chapeau aux partisans qui étaient nombreux. C'était vraiment une belle foule, cette belle soirée. Il faisait chaud. Ça a été, encore une fois, un beau spectacle au Sappers au Molson. Crois-tu qu'un gars comme Philpott pourrait attirer des regards de la NFL dans l'entre-saison, Didier? À jouer comme ça? Ben, c'est possible. Écoute, attirer un regard, certainement. Est-ce qu'il va signer un contrat? Ça, c'est autre chose. D'abord, la saison est encore très jeune. Il y a juste 5 matchs de jouer. Mais écoute, à tous les hivers, les meilleurs joueurs de la Ligue canadienne ont des essais avec les équipes de la NFL. L'année dernière, il y a Keon Julian Grant qui avait obtenu un essai, mais finalement, bon, ça n'a pas mené à une signature de contrat. Donc, avoir des essais, c'est une chose. Signer un contrat, c'en est un autre. C'en est une autre. Faire l'équipe, c'est encore une autre chose. Donc, il y a plusieurs étapes. Mais je suis persuadé que oui, il va sûrement avoir des équipes de la NFL qui vont démontrer un certain intérêt. Mais est-ce que ça veut dire réellement qu'il va obtenir un contrat? Ça, c'est une autre conversation. Puis, on a parlé de Philpott, qui est tout simplement incroyable. On a parlé de Fletcher. Puis, je trouve que les acteurs de soutien aussi dans l'attaque des Alouettes, un gars comme Cole Speaker, par exemple, un deuxième essai et 14 convertis Oui, en fin de match, il continue de faire des gros catchs dans les gros moments, Cole Speaker. Puis ça, c'est depuis, disons, le match de la Coupe Grey et depuis l'année dernière, assurément. ouais, on l'avait pas vu beaucoup en première demi, mais en deuxième demi, comme tu l'as dit, il est en mesure d'aller chercher des premiers essais importants lors de la remontée des Alouettes. C'en a un autre, tu as bien le mentionné, le nom de Cole Speaker. Il a vraiment connu une bonne deuxième demi.
Même Charleston Rambo, on l'a vu de plus en plus, là, on le voit de plus en plus dans l'attaque Oui. aussi, il prend ses aises. Il y a eu plus de ballons dirigés vers lui, donc ça, c'est quand même de bon augure pour la suite des choses. Mais il y a quand même eu une perte du côté des Alouettes. Marc-Antoine Dequoy n'a pas terminé la rencontre. On dit que c'est pas grave dans son cas. Il était de retour sur les lignes de côté en fin de match sans attelle au bras. On dit que c'est pas grave dans son cas, mais c'est quand même. Je suis pas convaincu qu'il va jouer peut-être le prochain match. Je ne sais pas si tu as plus de nouvelles, des nouvelles de son état de santé, mais ça serait une lourde perte pour les Alouettes, assurément. Ouais, ben Marc-Antoine Dequoy est le meilleur maraudeur de la Ligue canadienne. Ça, je pense qu'il y a aucun doute là-dessus depuis 2 ans. C'est une très courte semaine pour les Alouettes. Les Alouettes vont être de retour en action dès jeudi soir. Ils vont recevoir leur rivaux de section, les Argonauts de Toronto. On va en parler un peu plus tard de cette rencontre. Donc, en fait, les Alouettes vont seulement avoir une séance d'entraînement cette semaine. Ils vont s'entraîner mardi. Puis après ça, bon, mercredi, ben, déjà, on va être à la veille de la rencontre. Donc, c'est une semaine très courte. Il n'y a aucun doute, selon moi, que Marc-Antoine Dequoy ne sera pas en uniforme. Je l'avais vu à un certain moment donné avec son bras en écharpe. Il était sur les lignes de côté. Après la rencontre, ben, là, il n'avait plus son bras en écharpe et il signait des autographes avec les partisans. Il se faisait prendre en photo. Donc, je me dis, si la blessure était très grave, il ne faut pas qu'il serait resté sur le terrain après le match pour rencontrer les partisans. Donc, je crois que c'est un bon signe, mais j'ai hâte, là, je vais assister à l'entraînement de mardi des Alouettes. Et puis, j'espère que Jason Matt, il déteste nous parler des blessures. Marc-André nous donne une mise à jour sur les blessures. Là. Il essaie de nous en dire le moins possible. Je vais essayer d'obtenir un plus d'informations pour l'état de santé de Marc-Antoine Dequoy, mais il semble qu'il a été en mesure d'éviter le pire. Mais ça reste à voir. Il faut faire attention avec ces blessures-là. Des fois, on se dit, ah, ben, c'est pas si pire que ça. Là, il va passer des examens chez le médecin, et puis peut-être, bon, qu'il y a une déchirure, quelque chose comme ça. On ne souhaite pas, naturellement. Mais la bonne nouvelle, c'est comme je le disais, il était sur le terrain après la rencontre pour rencontrer les partisans. Et en plus de ça, les Alouettes vont avoir congé la semaine prochaine. Alors ça va nous donner une semaine additionnelle pour récupérer. Il avait l'air d'un gars qui, si c'était un match de la Coupe Grey, il aurait disputé la rencontre en français, s'il vous plaît, en plus de ça. Ah, Prochain match. mais avant de passer à un autre sujet, les Alouettes, ils ont perdu le service de David Côté avant la rencontre. Il s'est blessé à la fin de l'échauffement. Et il y a le spécialiste des longues remises, vous Philippe Bourassa, il a commencé le match, mais lui aussi il s'était blessé lors de l'échauffement. Donc, c'est Alexandre Gagné qui a fait les longues remises pendant la majorité de la rencontre. Donc, la semaine de congé qui s'en vient, là, elle va arriver à un bon moment pour les Alouettes. On a des blessures, là. Ça va faire du bien, là, d'avoir une semaine de repos. Il me semble que lorsqu'on voit arriver José Maltos pour une tentative de placement, on est toujours un peu nerveux, mais l'année dernière, il a Ça quand fait le même travail. réussi 7 de ses 9 placements l'année dernière. Il était très bon encore une fois cette semaine. Donc, je pense que José Maltos, je vois, c'est ça. Il fait le travail, hein? Mhm. C'est un excellent botteur de précision. Ouais, ouais, ben, faut le voir. On va devoir le voir en action sous une situation de pression, parce que c'est ça aussi avec les botteurs, hein. Quand on en a besoin, On- là, quand il faut vraiment réussir à botter, soit pour la victoire ou pour créer l'égalité, est-ce qu'il va et on lui céder sous donne la des pression ou distances s'il quand sera même capable d'envoyer le assez. ballon entre les deux poteaux? Et on lui donne des distances raisonnables aussi, là. 30 verges, pas Ouais, mais hey, 53 non plus, là. il a envoyé le ballon entre les deux poteaux. Il a fait ce qu'il avait à faire. Alors tant mieux. Si David Côté n'est pas en mesure de jouer jeudi soir, encore une fois, je le répète, très courte semaine, ben, on espère bien sûr du côté des Alouettes que Malta va pouvoir livrer la marchandise comme il l'a fait la semaine dernière. Prochain match jeudi contre les Argonauts de Toronto, deuxième match de la saison. Si les Alouettes l'emportent, c'est au stade Percival Molson, c'est à 19h30. Si les Alouettes l'emportent, vont s'assurer du bris d'égalité en fin de saison contre les Argos. Et les Argos, on dirait que le carrosse de Cendrillon de Cameron Dukes ben, est en train, tranquillement pas vite, de se transformer en citrouille. 4 interceptions contre les Rough Riders de la Saskatchewan lors du dernier match. Ouais, ça a vraiment été difficile pour Doug, mais ça avait été difficile pour lui également contre les Alouettes, hein. Montréal a fait du bon travail afin d'arrêter Kalin Carey et l'attaque au sol des Argonauts, parce que c'est ce que Randy Nweedy veut faire depuis le début de la saison, hein. Il tente de garder les choses simples pour Duke, mais là, rendu à la quatrième, cinquième semaine d'activité, là, il y a des bandes vidéo, là. On sait les tendances des Argonauts, on commence à mieux connaître Duke, et contre les Rough Riders, ben, ça a mal été, on voit les images en ce moment, comme tu l'as dit, victime de 4 interceptions. Si bien que ça fait en sorte, sur les réseaux sociaux, Marc-André, il y a des anciens joueurs des Argonauts de Toronto, dont notamment
Antonio Pickett, qui a déjà porté, Darius Pickett plutôt, oui, qui a Mhm. déjà porté l'uniforme des Alouettes, on s'en souvient. Il joue maintenant pour Ottawa, mais il fait partie des anciens joueurs des Argonauts. Et sur les réseaux sociaux, demandaient pourquoi Dukes jouait encore. Eux, ils demandent que Brian Scott, qui est un carrière que je ne connais pas du tout, que j'ai jamais vu jouer, mais tous les anciens Argos demandaient pourquoi Brian Scott n'obtient pas du temps de jeu. Alors ça va être quelque chose à surveiller lors de la semaine d'entraînement des Argonauts. Est-ce qu'on va y aller d'un changement de carrière? Est-ce qu'on va clouer Cameron Dukes sur le banc, envoyer ce méconnu Brian Scott dans la mêlée? Alors, ça va être à surveiller parce que ces Alouettes n'ont jamais joué contre Brian Scott, connaissent pas ses tendances. Tu sais pas, tu sais, si le joueur est talentueux, il pourrait causer une surprise. Mais comme tu l'as dit, c'est un match clé, là, le match de jeudi soir, parce que les Alouettes peuvent augmenter leur avance en tête de la section Est et s'assurer de détenir le bris d'égalité sur les Argonauts. Ce serait une deuxième victoire. Ils jouent juste 3 fois contre Toronto cette année. Donc, s'ils gagnent le match, ben, ils sont assurés de gagner la série, comme tu disais. Ça serait très gros, ça. Les Alouettes pourraient donc aller en semaine de congé avec un dossier de 6 victoires et aucune défaite et avec une bonne avance en tête de la section. Puis les Argos vont devoir les devancer au classement si Montréal gagne jeudi. Alors, ouais, c'est un match clé là, pour les Alouettes. Ils sont amochés, mais comme je le disais tout à l'heure, cette équipe-là, ce groupe de joueurs-là nous a prouvé à quel point il est combatif. Alors, non, ça devrait être une bonne performance des Alouettes. J'ai bien hâte de voir ça, puis j'ai hâte de voir qui sera le carrière des Argonauts de Toronto. On le rappelle donc jeudi, 19h30, à Montréal, au stade Percival Molson. On avait plus de 20 000 personnes, encore une fois. Tu parlais de l'ambiance qui était survoltée la semaine dernière. J'imagine qu'on est en voie de s'attendre à une ambiance aussi folle lors du prochain match. Puis vraiment, les Alouettes ont la cote en ce moment chez les amateurs. Puis il doit rester des billets. On peut, on a fait comme 2 matchs en ligne qu'on a des foules de plus de 20 000 personnes. Donc, c'est super intéressant. En ce moment, c'est l'équipe de l'heure à Montréal, les Alouettes, et dans la Ligue canadienne. Donc, j'invite les gens à aller, s'il reste des billets, à vous procurer des billets pour ce match-là. Ça va être une belle soirée de football. Ouais, un des rares stades où on a des belles foules du côté de la Ligue canadienne de football. Donc, moi, j'ai déjà hâte à jeudi soir pour voir ce duel entre les Alouettes et les Argos. Ben, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de m'entretenir avec l'ailier défensif des Lions de Détroit, Mathieu Bett, ancien du Rouge et Or de l'Université Laval, ancien des Lions de la Colombie-Britannique. Mathieu qui tente de se tailler un poste avec les Lions de Détroit qui vont commencer leur camp d'entraînement à la fin du mois, tout comme les autres 31 équipes de la NFL. Alors, Mathieu Betts, on a commencé l'entrevue, oui, en jouant un extrait d'une publication sur les réseaux sociaux des Lions de Détroit. Alors, je vous invite à regarder et à écouter cette entrevue. Name the player using only logos from their past teams. Let's get it. What in the hell? UL Rouge. Canadian ball. Respect. I don't know. I don't know this one. I have no clue. I know we just signed him this offseason. Oh my god, I was about to say Betts too. I should have said it. I wimped out. I'm blank. Matthew Bitts. Matthew Bitts. Matthew Bitts. That's Matthew Betts. I only knew that from BC though, the third one. Alors, Mathieu, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo qui a été produite par les réseaux sociaux des Lions de Détroit lorsque tu l'as vue? Ouais, respectueusement, pas une grande performance de mes coéquipiers, là, surtout JMO et Alex. On l'a pas vu dans l'extrait qu'ils l'ont pas eu. C'est mes deux voisins de case. Là. Peut-être En peut-être, plus, peut-être revisiter un peu ça. Là. Mais en tout cas, je trouvais ça cool. Là. C'est justement ma conjointe. Là, quand elle a vu ça sur les médias sociaux, elle nous a montré ça. Fait que non, j'ai trouvé ça super le fun. Puis c'est du beau exposure aussi, je trouve, pour le Rouge et Or de la Ligue canadienne de football. Là. Donc c'est sûr que j'ai trouvé ça super, super le fun. ouais, absolument. Il manquait juste le logo des Spartiates, là, ça aurait été parfait. Ça, Le logo des s'il mettait Spartiates. les Spartiates du Montréal, je pense qu'il l'avait du premier coup. Je pense que là, on l'a. Ouais, c'est ça, c'est probablement ça, c'est probablement ça. Ben écoute, Mathieu, dis-nous comment a été ton mini-camp avec les Lions de Détroit. Il y a quelques semaines, on avait joué un extrait d'un point de presse de l'entraîneur-chef des Lions, Dan Campbell. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'entendre ses commentaires, mais il y avait des bons commentaires à ton endroit. Il parlait notamment de quel point tu es rapide et que tu es agile. Ben, premièrement, oui, dis-moi, est-ce que tu avais entendu les commentaires de Dan Campbell à ton sujet?
Oui, j'ai définitivement entendu parler de ça. Je te dirais que quand c'est arrivé ou quand que l'extrait était sur les médias sociaux, là, tout le monde m'envoyait ça, puis tout le monde capotait un peu. Là, fait que j'étais à Détroit dans mon petit monde tranquille, je faisais mes affaires, là, mais là, ça, tout d'un coup, ça a fait comme un mini boom dans ma vie à moi. Là, mais c'est sûr que c'est positif. C'est ça mon objectif, évidemment. C'est à chaque jour, c'est de faire le mieux possible pour faire ma place dans l'équipe, puis tu sais, éventuellement contribuer au succès de l'équipe. Là. Donc, je suis content d'avoir la reconnaissance, là, évidemment, l'entraîneur-chef, mes coachs de position. Tu sais, moi, c'est ma mission en ce moment, c'est de le prendre au jour le jour, de faire les choses bien. Puis durant les OTAs en général, c'est sûr que c'est un long processus, c'est 2 mois. Tu sais, au début, c'est plus des entraînements, des meetings. On a quand même eu, si je ne me trompe pas, 9 pratiques, là, plus le camp des recrues auquel j'ai participé, où j'ai pu jouer, j'ai eu beaucoup de répétitions, j'ai pu me familiariser avec le système défensif, puis avec mes nouveaux coéquipiers, puis voir un petit peu c'est quoi qui s'attendent de nous défensivement, où on peut essayer de jouer dans le système pour essayer de faire des jeux, puis essayer d'être agressif puis aller au ballon. Puis somme toute, je suis très satisfait de comment j'ai fait dans le programme hors saison, mais là, dans 2, 3 semaines, là, c'est le gros camp d'entraînement qui commence avec les épaulettes, puis ça va être c'est sûr que c'est une autre paire de manches, mais mon objectif ne change pas, c'est me focusser sur ce que moi je fais de bien, de jouer à l'intérieur du système, puis de montrer que je peux jouer agressivement, faire des jeux sur le ballon, puis ouais, contribuer au succès de l'équipe cette année. Ouais, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, durant les OTAs, durant les mini-camps, est-ce que vous portez casque et épaulettes? Je sais que vous portez casque, mais est-ce que vous portez les deux? Puis à quel point il y a du contact, justement, parce que tu joues sur la ligne, puis des fois, bon, ça peut être difficile mais de se mettre en valeur lorsque l'aspect robustesse est éliminé quand on porte pas des épaulettes. Moi, c'est ça exactement, mais honnêtement, ça ressemble à une pratique normale. Tu sais, c'est juste casque, pas d'épaulettes, le short t-shirt, là, puis ben, chandail de pratique short. Tu sais, je suis habitué là, parce que dans la Ligue canadienne, avec la convention collective, on n'a pas le droit de pratiquer. Ou non, c'est pas vrai. On a juste le droit à, si je me trompe pas, c'est 12 pratiques avec épaulière par année. Là. Donc, pour moi, c'est du pareil au même un petit peu avec ce qu'on fait dans la Ligue canadienne. C'est sûr que l'aspect physicalité est peut-être un petit peu mis de l'arrière, mais ça reste que on joue pour vrai, c'est full speed. Fait que même sur la ligne, quand tu affrontes des joueurs de ligne offensive, tu es capable de placer quand même tes mains, shader ton bloc en des situations de passe, faire faire ton pass rush quand même. C'est juste qu'il y a peut-être un petit peu moins d'impact à haute vélocité, là, parce que ça reste que c'est Todd. Fait qu'on fait juste fitter les plaqués. Mais ça reste que non, c'est assez agressif. Puis c'est quand même physique, là, mais pour des pratiques juste casque, pas d'épaulette. Mais c'est rien de fou. Ça reste que l'objectif, c'est de s'améliorer en tant qu'équipe, en tant que joueur. Et évidemment, il n'y a personne qui veut blesser personne. C'est full speed, mais pas full contact. Il y a une petite zone grise où on est habitué. Là. Ça se fait bien. Ouais, la saison dernière, tu as établi un record de la Ligue canadienne pour le plus grand nombre de sacs en une saison par un joueur canadien. C'est la deuxième fois que tu tentes ta chance du côté de la NFL. Après ta carrière à l'Université Laval, tu avais signé en tant que joueur autonome avec les Bears de Chicago. Mais à quel point maintenant tu es plus expérimenté après avoir joué dans la Ligue canadienne pendant quelques saisons, comparativement à lorsque tu avais un essai avec les Bears, tu avais participé avec à leur camp d'entraînement, mais tu étais très jeune, là, tu sortais des rangs universitaires. Compare-moi les deux expériences jusqu'à présent. Ouais, c'est sûr que l'expérience, c'est un cliché, mais ça ne s'achète pas. Fait que c'est sûr que le volume de jeu, la qualité de joueur contre qui j'ai joué, avec qui j'ai joué, de qui j'ai pu apprendre, c'est sûr que ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je pense que je suis un meilleur joueur, évidemment. Quand je regarde, tu sais, quand je suis sorti de l'université, j'étais convaincu que j'étais la meilleure version de moi-même il y a 5 ans, puis je suis encore convaincu que je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui. Mais c'est des choses que tu peux pas nécessairement envisager. Là, tu sais, c'est juste en tant que joueur de ligne défensive, surtout, c'est des petites tendances qui font en sorte que tu peux jouer une fraction de seconde plus vite, peut-être tricher un peu ton assignation parce que tu anticipes un jeu qui revient à contre-courant ou qui vient vers toi, tu anticipes une situation de passe sur un premier essai 10, fait que tu peux voler
par exemple, une situation de pass rush de plus, puis avoir un meilleur départ. Là. Donc, c'est juste des petites choses comme ça qui font en sorte que tu es capable de jouer plus rapidement, d'être un petit peu plus intuitif, puis en bout de ligne, là, c'est ça le football. Là, c'est qui a le edge sur l'autre personne. Puis évidemment, physiquement, ben, j'ai 5 ou 6 ans là, de muscu, de développement en vitesse, en agilité, de plus que j'avais à l'époque. Là. Je pense pas que c'est le jour et la nuit, mais je serais curieux là, de faire des tests physiques, une course contre l'ancien moi d'il y a 5 ans, là, mais je mettrais un petit 30 sous sur moi aujourd'hui. Là. Fait que c'est du compounding effect. Là, c'est des petits blocs. On parle souvent du terme processus dans le sport, au football. Mais c'est l'accumulation de s'entraîner tous les jours avec des bonnes personnes qui t'encadrent. Juste faire le travail, le faire bien, qui donne des résultats. Puis je me concentre énormément sur continuer de faire les petites choses bien, en espérant que ça paye des dividendes, là, tout simplement. Ben, c'est ça que j'allais te demander, parce que là, tu m'as parlé beaucoup plus de l'aspect physique, mais l'aspect mental, tu sais, comparativement à comment tu étais il y a 5 6 ans. Là, tu es un pro, et tu sais comment te préparer, tu as vécu des choses lorsque tu portais les couleurs d'Edmonton ainsi que les couleurs des Lions de la Colombie-Britannique. Donc, à quel point ça t'aide, là, au niveau de l'aspect mental. Tu sais, la saison de Canadienne, elle est très longue. On parle de 18 matchs, il y a souvent des semaines courtes aussi, c'est très taxant physiquement et mentalement. Fait à quel point pour l'aspect mental, là, tout ça, ça t'aide là, présentement. Ouais, le travail mental, c'est pas nécessairement ma spécialité, là, tu sais, puis j'essaie de travailler là-dessus, là, tu sais, on avait une préparatrice mentale à BC, on en a une maintenant à Détroit aussi, puis ce que je réalise, c'est qu'en tant qu'athlète, je vais parler pour moi, tu sais, on met tellement d'heures, là, tu sais, un 2-3 heures facile par jour dans notre préparation physique. Tu sais, je mets pas 2-3 heures par jour dans ma préparation mentale. C'est quelque chose qui est un petit peu plus abstrait. Mais pour moi, personnellement, ce que j'ai réussi à développer, c'est plus de me donner des plus petits objectifs court terme. Tu sais. Puis c'est un exemple banal, là, tu sais, c'est à chaque journée de travail, je me donne une liste d'objectifs là, facilement atteignables, mais qui sont pas nécessairement faciles à faire. Là, tu sais. Donc, par un exemple, tu sais, le placement de mes mains quand je joue un base block, mais tu sais, je veux que mes deux mains soient dans le sternum ou dans le chest plate du joueur de ligne offensive. C'est un objectif. Des fois, je peux m'en mettre un deuxième par pratique où je veux que mon premier pas de départ, c'est une situation de pass rush, que 70% et plus des pass downs, je sois le premier joueur de ligne défensive à partir du ballon. Puis c'est des choses que je peux visuellement voir si j'ai réussi. Puis c'est des petits objectifs qui sont qualitatifs, qui sont aussi quantitatifs. Donc, ça me permet de travailler des choses super spécifiques au jour le jour. Puis là, quand je réussis à bien les faire, bien, je passe à un prochain objectif qui peut être un peu différent. Si je ne réussis pas, je réutilise ces mêmes objectifs. Puis, en utilisant ces petits objectifs-là, bien, c'est là qu'en tant que joueur de football, point de vue global, devient meilleur. Mais tu sais, si, pour une pratique, je veux avoir mes mains à la bonne place, mon cross-chop soit super bon, pas prendre de bucket step, après ça avoir un bon get-off, après ça en couverture de passe, tout le temps être à 12 verges, pile sur des... Puis là, t'en as trop, mais tu pratiques un Mhm. petit peu dans le vide avec moins d'objectifs qui sont alignés vers ce qui va te rendre un meilleur joueur de football en bout de ligne. Donc, c'est de travailler avec ça. Puis là, évidemment, durant la saison, mais c'est de te concentrer sur la tâche, l'équipe que tu affrontes. C'est quoi leur schéma offensif, comment tu peux les attaquer, comment eux vont te bloquer, voir leur tendance pour juste jouer le plus rapidement possible, le plus vite possible. Quand je dis comment les attaquer, mais c'est avec mon 3-tech, comment qu'on peut essayer de faire des stuns puis utiliser leurs faiblesses. Donc ça, c'est vraiment de voir ça là, un petit peu par petit peu. Évidemment, les saisons sont longues, tu as des bons matchs, tu as des moins bons matchs. Donc c'est vraiment d'avoir une mémoire à court terme, oublier une bonne performance, oublier une moins bonne performance, puis croire en tes moyens, croire en tes coéquipiers, puis en bout de ligne, si tu travailles pour gagner tes batailles 1 contre 1, mais le plus de joueurs dans ton équipe en gagnent, les succès collectifs suivent règle générale, puis quand les succès collectifs suivent, ben là, tout le monde est de bonne humeur, puis on s'amuse. Ouais. Les Lions sont une des équipes les plus talentueuses de la NFL la saison dernière. Fait qu'ils étaient à une victoire de participer au Super Bowl.
est-ce qu'il y a un joueur, tu sais, qui t'a émerveillé, là, d'une certaine façon, là, tu sais, durant les mini-camps, durant les OTAs, parce que vous avez tellement de joueurs talentueux du côté de l'attaque. Jahmyr Gibbs, il semble tellement rapide lorsqu'on regarde les matchs à la télé. Il y a Aiden Hutchinson, qui joue au niveau de la ligne défensive. Est-ce qu'il y a un gars en particulier, tu te dis, wow, OK, ça, c'est tout un joueur de football, c'est tout un athlète. Jameson Williams, tu disais, qui est à côté de toi, il y a son casier à côté de toi, qui est un marchand de vitesse. Est-ce qu'il y a un joueur qui te vient en tête? Oui, ben tous les joueurs que tu as nommés, évidemment, c'est des joueurs là, je te dirais, d'un un tiers là, supérieur. Là. C'est vraiment des super bons joueurs de football, dans les meilleurs joueurs de l'équipe qu'on a. C'est les OTAs, là, c'est peut-être un petit peu plus prédominant point de vue jeu aérien. Mais Amon-Ra St. Brown, moi, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné par tout ce qu'il fait dans sa préparation, mais surtout sur le terrain. Quand tu le vois performer sur le terrain, tu vois ce qu'il fait à l'extérieur du terrain, tu comprends que le travail paye, mais c'est tout ce qu'il fait, il le fait avec super grande fluidité. C'est ça. Je voyais Roger Federer qui parlait de ça dans son documentaire là, qui est sorti récemment, qui il se plaignait que les gens disaient qu'on dirait que quand il jouait, on dirait que c'était sans effort et qu'il se forçait pas. Mais c'est un peu le même parallèle que je fais avec lui, il a tout le temps le ballon, il fait tout le temps les catchs. Des fois, c'est spectaculaire, des fois, ça ne l'est pas. Mais ça a toujours l'air facile, fluide, mais c'est évidemment pas facile ni fluide. C'est parce que lui, il a mis les efforts, puis évidemment, il a le talent pour, mais il a un peu en symbiose par rapport à sa performance, par rapport à ce qu'il fait, puis ça fait que ça fonctionne très bien. Mais c'est évidemment l'accumulation de beaucoup d'efforts, beaucoup de talent. Puis non, je dirais que le joueur pour moi qui ressortait le plus, là, c'était vraiment lui. Ouais, bonne comparaison. En plus, Roger Federer, c'est mon joueur de tennis favori de toute l'histoire. J'ai déjà eu l'occasion de l'interviewer il y a longtemps. Andy Roddick, moi j'étais un gars de gros service là, au tennis. Je me Toi, voyais c'est un peu. Roddick que t'aimais? Andy Roddick en grandissant, c'était mon choix de tennis Ah préféré. ouais. Moi, je suis un parti pris avec Federer parce que j'avais eu l'occasion de l'interviewer il y a très longtemps. Ça fait peut-être, mon Dieu, une quinzaine d'années de ça. À l'époque, lorsque je travaillais à Radio-Canada à Toronto. Et puis, donc, il venait de gagner son match. Je crois qu'il avait battu Richard Gasquet. En tout cas, peu importe. Puis avant le point de presse, j'avais parlé au relationniste, puis j'avais dit, j'aimerais ça poser des questions à Roger Federer durant son point de presse. Il m'a dit, oui, oui, pas de problème. Il va commencer en répondant aux questions en anglais, en suisse allemand et après ça en français. Le presse commence, il répond aux questions à la période de questions en anglais, en suisse allemand. Là, quand le moment arrive qu'il répond des questions en français, le relationniste, il met fin au point de presse. Là, moi, je me lève, je m'en vais le voir. Tu sais, moi, je suis là, puis à ce moment-là, je travaillais à la radio, j'avais mon enregistreuse avec moi. Là, je dis, écoute, tu m'as dit qu'il allait répondre à des questions en français. Là, le relationniste, il me dit, ouais, mais là, bon, ça durait plus longtemps que prévu et tout. Là, t'as Roger Federer qui passe en arrière, qui est dans le cadre de porte. OK? Il est prêt de quitter la pièce. Là, il entend la conversation que j'ai avec le relationniste. Il vient, il met sa main sur l'épaule du relationniste, puis il lui dit, ah, pas de problème, je vais le faire. Là, je suis comme, ah, wow, je suis comme, OK, c'est vraiment cool parce que je te dis, Mathieu, il aurait pu quitter, il était rendu dans le cadre de pas. Puis, il m'a parlé comme on se parle, toi et moi, en ce moment, comme si je le connaissais depuis des années, pendant une dizaine de minutes. Il est, tu sais, t'entends que Roger Federer, il est très gentil et tout. Mais écoute, moi, j'étais ébloui par à quel point il était gentil, généreux de son temps. Il me donnait des vraies réponses et tout, puis il n'avait pas à le faire. Il était sur le point de partir. Il était déjà mon joueur favori, mais là, à partir de là, ben, regarde. Moi, Roger Federer, c'est le plus grand de l'histoire. Je veux rien entendre, peu importe. Je suis biased, comme on dit. Comme toi, je le connais pas, mais tout ce qu'il dégage, toute la carrière qu'il a eue avec évidemment les succès sur le court, mais ce qui a été ambassadeur pour le tennis. Moi, en grandissant, je jouais au tennis beaucoup, là, puis j'écoutais beaucoup le tennis. Là, puis non, là, on a eu, parce que je me considérais chanceux là, d'avoir pu voir cette rivalité-là avec Nadal. Là, puis, c'était des Ouais. matchs de tennis grandioses. Là, non, c'est évidemment un des top athlètes là, qu'on aurait eu la chance de voir là, à la télé. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Définitivement. Puis, c'est pour ça que tu es agile comme ça, étant donné que tu Et as voilà. beaucoup joué au tennis quand tu étais jeune. Ah, voilà, le secret est sorti. Le secret est sorti. J'ai toujours aux C'est jeunes de ça qui pratiquer le plus de sport possible
Puis en particulier les sports de raquettes, ça, c'est vraiment quelque chose qui aide avec les changements de direction et tout, là. Ça aide dans bien des sports par la suite. Écoute, Non, j'aimerais te poser une c'est ça. dernière question avant qu'on... Ouais, vas-y. Non, mais c'est parce que tu tournes la parenthèse, là, puis on le dit, on le redit, tu sais, des fois, je le vois pas nécessairement appliqué, là, mais pour un développement athlétique d'un jeune ou d'une jeune sportive, là, le, le multisport, c'est tellement essentiel parce que tu développes tellement beaucoup de différents patrons moteurs. Puis, tu sais, c'est pas juste de oh, aujourd'hui, je joue au tennis, aujourd'hui, je joue au soccer, aujourd'hui, je joue au football, au hockey, peu importe le sport. C'est tu sais, de jouer à quelques variétés de sports, puis essayer de le pousser, puis d'essayer de t'améliorer pour vrai, parce que d'avoir un processus où tu t'améliores dans différents sports, mais ça fait qu'après ça, quand on te demande une tâche dans un sport où tu veux te développer de façon un petit peu plus pointilleuse, ben, tu as tellement de repères, tu as tellement refait ton patron moteur différemment dans différents sports que ça devient peut-être un petit peu plus naturel par la suite de le faire. Donc ça, c'est sûr que j'y crois énormément. Là. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont intérêt, un, pour s'amuser, puis rencontrer différentes personnes, essayer différentes choses pour voir ce qui Ouais. les passionne. Mais éventuellement, tu sais, sans t'en rendre compte, tu vas te développer naturellement dans le sport vers lequel tu veux t'en aller éventuellement si c'est quelque chose que tu veux faire de façon plus compétitive. Là. Donc ça, j'y crois fort, 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 c'est sûr. Ouais, parce que moi, j'ai beaucoup de misère lorsque je vois les jeunes qui jouent au football à l'année longue. Tu sais, ils vont jouer leur saison à l'automne. Bon, c'est normal, durant l'hiver, tu veux essayer d'améliorer tes techniques et tout. Puis là, ben là, durant l'été, bon, il y a des matchs d'étoiles, il y a certains programmes qui leur sont offerts, mais de jouer au football à l'année longue, ça fait pas toi un meilleur joueur de football. Moi, durant la saison morte, je pratiquais l'athlétisme. En fait, c'est l'athlétisme qui m'a amené au football. Puis tout ce que tout ce que tu viens de dire, ça, je l'endosse à 100%. Tu sais, non seulement ça, en plus, pour ajouter à ce que tu viens de dire, c'est quand tu pratiques des sports individuels comme le tennis, l'athlétisme, mentalement, ça t'aide à te développer mentalement parce que tu es tout seul. Tu sais, c'est pas comme au Ah, football. Tu sais, tu peux te cacher sur le terrain, entre guillemets, ou tu sais, tu peux passer le blâme. Naturellement, tu veux pas faire ça si tu es un bon joueur d'équipe. Mais des fois, tu sais, bon, l'attaque a pas fait le travail ou le plaqueur qui joue à côté de toi, il était pas dans le bon trou. Mais en athlétisme ou au tennis, dans un sport individuel, écoute, il y a juste toi. Tu es obligé de te non, mais au tennis, regarder dans le miroir, tu es obligé il n'y a d'être rien. honnête avec toi. Il y a Pardon? rien au tennis. Il y a rien au tennis comme mettre la balle dans le net, là, tu sais, une faute non forcée. Là. Il y a pas de feeling comme ça que j'ai eu dans la vie. Il m'a frustré beaucoup plus que ça. Là. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Ouais, ouais. Tu sais, tu Donc, ça, parles, ça te force à développer une certaine force de caractère. tu sais, tu parles de différents sports, puis là, je veux pas m'éterniser, là, mais tu sais, j'en parlais à un coach des receveurs au secondaire, Yann Morin-Plante, qui est rendu à McGill, puis qui est fort en développement sportif, athlétique. Tu sais, il coach des receveurs, mais tu sais, un receveur qui attrape un edge screen, puis après ça, on lui demande d'aller chercher des verges après l'attraper. Tu sais, si pendant ton hors-saison, tu es dans des ligues compétitives ou récréatives ou juste des pick-up games de basket, tu sais, c'est le même mouvement d'essayer de progresser ou de crosser quelqu'un au basket, mais là, en plus, tu as la difficulté qu'il faut que tu dribbles avec un ballon. Ben là, après ça, si tu l'as dans tes mains déjà ton ballon, ben c'est d'autant plus facile. Là, tu sais. Fait que c'est juste différentes choses, que différents mouvements que tu apprends à faire. Et puis après ça, ça simplifie les tâches plus simples que tu dois faire. C'est sûr que c'est évident. Ah oui, définitivement, définitivement. Écoute, je voulais te parler de Dan Campbell rapidement avant de se quitter, parce que nous, on le voit de loin naturellement, mais il semble être intense, passionné, charismatique. Moi, c'est un entraîneur que j'aime. Encore une fois, je suis pas dans le vestiaire, je suis pas dans les réunions avec lui, mais je pense le résultat, là, depuis qu'il est arrivé, l'amélioration qu'on a vue du côté des Lions, sans aucun doute, là, il est un excellent entraîneur avec son groupe d'entraîneurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de Dan Campbell? Qu'est-ce que tu as remarqué depuis que tu as la chance de le côtoyer? Ouais, ben, si je peux juste ajouter à ça, tu sais, c'est sûr que moi, je n'étais pas là dans les 4 dernières années là, où ils ont comme bâti un peu Ouais. où ils sont arrivés maintenant. Mais c'est sûr que l'image que les gens ont de lui démontre à quel point c'est quelqu'un qui est intègre, qui est lui-même, parce qu'il est la même personne dans les meeting rooms, puis quand on a nos réunions d'équipe, puis qui tire le bateau vers l'avant. La chose que peut-être les gens voient moins, tu sais, qui sont à l'extérieur de tout ça, c'est sa vision globale qu'il a pour l'équipe, tu sais, puis
il est toujours en train de réfléchir. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent puis qui veut que l'équipe, elle aussi, ait un football IQ élevé. Fait qu'on est tout le temps dans des situations où on pratique du football situationnel, que ce soit des premiers 5, des 3 et courts, des 3 et longs. Est-ce que, dépendamment si c'est un 2-minute offense, puis il reste X nombre de temps à la partie, est-ce qu'il faut que les receveurs sortent à l'extérieur du terrain? Nous, en défensivement, bien évidemment, on veut les garder à l'intérieur du terrain pour les forcer à prendre leur temps d'arrêt, pour les forcer à ce que l'horloge continue à rouler. Donc, il est constamment en train de nous mettre de la pression, pas nécessairement de performance, mais de la pression de comprendre la situation dans laquelle on se retrouve, puis là, c'est de comprendre qu'est-ce que l'autre équipe essaie de faire dans cette situation-là pour ultimement être une meilleure équipe de football, individuellement être un meilleur joueur, puis quand ça va être des vrais moments clés dans des gros matchs de championnat, des matchs de série, des matchs de division, mais que uniformément en équipe, on soit capable de réagir à cette pression-là. Donc, c'est quelqu'un, évidemment, qui est passionné par son métier, par l'équipe, puis que c'est pas juste faire des gros speeches, puis essayer d'attirer l'attention. C'est toutes des choses qui sont planifiées puis qui ont un objectif. Je pense que c'est super important pour progresser, c'est de le faire un peu comme j'en parlais là, préalablement, d'avoir des petits objectifs d'amélioration. Puis plus tu t'améliores dans ces petits objectifs-là, plus globalement, toi, tu t'améliores comme joueur, comme équipe, puis là, c'est par la fin que ça devient. Ben Mathieu, écoute, je te remercie de m'avoir consacré de ton temps. On va te suivre durant le camp d'entraînement, puis on espère que ça va se poursuivre à l'automne pour toi, ton aventure avec les Lions de Détroit. Je sais qu'il y a plusieurs jeunes footballeurs qui te regardent et qui espèrent également que tu seras en mesure de porter les couleurs des Lions durant la saison régulière. Écoute, moi, je suis vraiment heureux pour toi que tu obtiens cette opportunité-là, puis j'espère que tu vas pouvoir suivre dans les traces d'un Laurent Duvernay-Tardif, d'un Benjamin Saint-Just, d'un Anthony Auclair, Mathieu Bergeron, et que tu vas pouvoir poursuivre ta carrière au sud de la frontière. Ben, super apprécié n'importe quand dire, c'est toujours un plaisir. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci, pareillement. On va maintenant jeter un coup d'œil à la section des Lions de Détroit et de Mathieu Betts. Bien sûr, je parle de la section nord de l'Association nationale en compagnie de Marc-André. L'année dernière, les Lions ont terminé au premier rang. Les Lions qui ont été des belles histoires de la NFL. Vraiment, on a connu une belle saison. Pendant qu'on jette un coup d'œil justement au classement de la saison 2023, les hommes de Dan Campbell qui ont terminé avec un dossier de 12 victoires et 5 défaites. On a été en mesure de gagner un match éliminatoire. Ça a vraiment été une belle saison du côté des Lions de Détroit. Mais pas juste les Lions au sein de la section, bien sûr. Hein. Et les Packers de Green Bay qui, eux, ont terminé la saison régulière en force, en particulier Jordan Love, les Bears de Chicago et ensuite de ça, les Vikings du Minnesota ont présenté des dossiers identiques de 7 victoires et 10 défaites. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, Marc-André, du côté de la section nord la saison dernière? Là? On se rend compte que la saison dernière, il y a des équipes qui tirent vers le haut, puis il y a des équipes qui tirent vers le bas. On pense aux Vikings. Les Vikings étaient une équipe qui participait régulièrement aux éliminatoires dans les dernières années. On n'a pas participé aux éliminatoires la saison dernière. Et les Packers, du côté des Packers, par exemple, on croyait que ça allait prendre peut-être un peu plus de temps à la suite du départ de Aaron Rodgers. Puis finalement, on est parvenu vraiment, tu l'as dit, Jordan Love a trouvé vraiment ses repères en deuxième moitié de saison. Et les Lions, ça fait tellement longtemps qu'on est dans les bas-fonds du classement de la NFL et de l'association du Nord de la nationale, de les voir au premier rang. Puis, il est permis de rêver du côté des partisans des Lions puis à Détroit parce que je pense qu'on a une équipe, une excellente équipe pour plusieurs saisons. Oui, on a beaucoup de jeunes joueurs talentueux. J'en faisais mention à Mathieu Betts durant l'entrevue. Il y a beaucoup de talent du côté des Lions. Justement, on a ajouté des nouveaux joueurs également durant la saison morte, on le sait. Hein? Il y a toujours un gros roulement de joueurs du côté de la NFL durant la saison morte. Puis on le voit ici, les joueurs, les nouveaux venus dont ça vaut la peine de mentionner. Naturellement, Mathieu Betts et Marcus Davenport, hein? Deux ailiers défensifs. Et on est à la recherche d'un ailier défensif pour mettre à l'opposé de Aiden Hutchinson du côté des Lions de Détroit. C'est aucun doute là-dessus. Lorsqu'on regarde les départs
Il n'y a pas de joueur d'impact qui a quitté CJ Gardner-Johnson qui va maintenant porter les couleurs des Eagles de Philadelphie. Mais je porte l'attention sur les deux noms en bas dans la colonne de gauche. Je parle du choix de première ronde, Terran Arnold, et on a repêché également un autre demi-point lors de la deuxième ronde. Donc, on a vraiment mis l'emphase durant la saison morte, Marc-André, du côté de l'unité défensive. À la position de chasseur de quart, à l'opposé d'Aiden Hutchinson, comme je disais, avec la mise sous contrat de Matthew Betts et de Marcus Davenport, et également la tertiaire qui en arrachait énormément du côté des Lions. Fallait s'améliorer du côté à la position de demi-coin. Puis je pense qu'on a fait ça du côté de Détroit. Exactement. On était deuxième contre la course. On était assez étanche, le front défensif du côté des Lions la saison dernière. On était 31e contre la passe, donc ça clochait, évidemment, et on a fait des additions en ce sens. On a ajouté justement demi de coin Carlton Davis, on a Amick Robertson aussi, tu as parlé de Terran Arnold. Bref, on a vraiment ciblé c'était quoi le problème des Lions la saison dernière. C'était vraiment dans la tertiaire. On a fait des ajouts. DJ Reader également, le plaqueur, qu'on dit que c'est l'un des meilleurs de sa profession pour appliquer de la pression sur les quarts adverses. Donc ça va aider également. Et j'ai bien aimé la citation de Dan Campbell. Il est toujours aussi coloré. Lorsqu'on lui a demandé à quoi qu'on s'attend des Lions cette saison, il dit « Je veux le enchiladas au complet ». Donc, c'est un gars qui a faim. Je savais pas qu'il tripait sur les tacos de type molasse et haricots noirs, mais oui, on veut l'enchiladas, la guacamole, le fromage, le bœuf, bref, on veut tout ça au complet. Et je salue, c'est bien ça, l'enchiladas, hein, c'est des petits rouleaux, bref, qu'on fait gratiner, j'espère. J'ai pas fait mes recherches. Je crois que oui, oui. Je suis pas un gars vraiment de cuisine mexicaine tant que ça, mais je crois que oui. Mais parlant de Dan Campbell, est-ce que tu as déjà vu, est-ce que tu as déjà entendu parler de qu'est-ce qu'il boit, la quantité de café qu'il boit par jour? Non, mais ça doit pas être recommandé par un guide Non, ça n'a aucun alimentaire. bon sens. Écoute, je pense qu'il en boit 4 par jour. Puis je pense qu'il Aïe, prend aïe, un aïe. Americano avec 4 shots d'expresso dedans. C'est quelque chose d'incroyable. Je me dis, je sais pas comment il est toujours en vie, comment il fait. Je sais que c'est un gros bonhomme, mais quand même. Mais, Il y a mon ouais, collègue et ami très Benoît drôle. Baudouin qui en boit comme 8, là, puis je comprends pas. Ah Écoute, oui. c'est ça. Ouais. Il y a des gens comme ça qui carburent à la caféine. Mais semble que, bon, c'est ça. Je veux pas... Ouais, moi, j'essaie d'avoir une limite de 2 cafés par jour Ah, ouais, lorsque j'en prends 2. Lorsque j'en prends 2, les journées, j'en prends pas. Mais ma limite, c'est 2, là. J'essaie de pas dépasser ça les journées que j'en ai vraiment besoin. je veux pas parler de ma vie. Ma petite fille s'est réveillée à 5 heures ce matin, ma petite fille de 20 mois. Je suis à mon deuxième café, mais tu vois, le deuxième, j'ai pris un half décaféiné, donc un moitié moins de OK. caféine. Donc, j'essaie de demeurer responsable au La niveau... modération. La modération. exactement, parce que le café, on peut passer du temps aux toilettes ensuite. C'est ça qui arrive. Ah, tu ne veux pas nous parler de ta vie privée, mais là, tu nous en as dit peut-être un peu trop. Alors, continuons C'est avec bon. les Lions de Détroit, si tu le veux bien. Oui. Alors, qu'est-ce qui va être à surveiller du côté des Lions cette année? Moi, je pense, parce qu'il ne faut pas oublier la défaite qu'on a subie là, contre les 49ers de San Francisco. On avait l'avance du côté des Lions. Et pendant qu'on voit oui, qu'est-ce qu'on a préparé du côté de Détroit, ben ouais, c'est ça. Donc, est-ce que c'est un Super Bowl? Ah, je ne sais pas. On est les Lions. Mais à l'approche de la saison, ben on le voit. On est allé avec l'emoji, les lunettes de soleil, le sourire, parce que tout va bien à Détroit du côté des Lions. Mais la question que je me pose, on le voit ici au bas de l'écran, c'est est-ce qu'on va pouvoir se remettre de la défaite qu'on a subie contre les 49ers de San Francisco? On était à une victoire de participer au Super Bowl, on s'en souvient. On a perdu lors de la finale de l'Association nationale. On avait l'avance à la mi-temps. C'est une décision de Dan Campbell qui est venu hanter les Lions, qui a fait en sorte qu'on a perdu la rencontre. Puis, historiquement, des défaites comme ça laisse des séquelles. Alors, est-ce qu'on sera en mesure de surmonter ça? Là, tu sais, lorsqu'on regarde dans l'histoire de la NFL, les équipes là, qui ont subi ce genre de défaites crève-cœur en éliminatoire, puis après ça, tout le monde s'attendait la saison suivante qu'on connaisse du succès. Ça n'a pas été le cas parce que la défaite a laissé des séquelles. Donc, moi, c'est quelque chose que je vais surveiller en début de saison du côté des Lions. Parce qu'on a vraiment mis derrière nous cette défaite contre les Niners. C'est vrai que Dan Campbell est téméraire. Il devrait peut-être, selon moi, apprendre à mieux gérer parfois
son audace dans un match. On sait que Brandon Staley, ça a probablement coûté son emploi. On a du talent du côté des Lions, c'est pas ça le problème, mais c'est peut-être une question de gestion de match, une question de gestion des émotions aussi. Puis, est-ce que les Lions peuvent se remettre de cette défaite-là contre les Niners? Je pense que les Lions, l'année dernière, pour citer les Boys 2, on est ici pour apprendre. Ils étaient ici pour apprendre en éliminatoire. Je pense que c'était vraiment le début de quelque chose plutôt que la fin de quelque chose. Je pense que c'était le début de la fenêtre qui s'entrouvrait. Je pense qu'on a appris beaucoup dans ce match-là éliminatoire du côté des jeunes Lions. Je pense sincèrement que ça pourrait se poursuivre cette saison. Je pense que les Lions pourraient assez assurément terminer au sommet de la division nord de la nationale. Pour moi, ça fait aucun doute. Bon, on a récompensé Jared Goff. Il a signé une prolongation de contrat durant la saison morte. La même chose avec Amon-Ra St. Brown. On a confiance en les joueurs qu'on a. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai mis la saison morte du côté de Détroit. On a vraiment adressé les problèmes qu'on avait du côté de l'unité défensive. Maintenant, ça va être au choix de repêchage, la position de demi-point, de livrer la marchandise sur le terrain. Mais il n'y a pas de raison de croire que les Lions seront pas en mesure de connaître une autre saison gagnante et de se qualifier aux éliminatoires. Mais je vais surveiller ça en début de saison toutefois. Est-ce qu'on a été capable de mettre derrière nous la défaite qu'on a subie à San Francisco en éliminatoire? Faut pas oublier non plus que les Lions vont seulement disputer 3 matchs à l'extérieur dans des stades dehors. Donc ça va favoriser une équipe, ça va favoriser Jared Goff pour qui les statistiques sont franchement impressionnantes à l'intérieur dans un stade couvert versus un stade à l'extérieur. Donc ça aussi, ça peut jouer en faveur des Lions tout au long de la saison. Je pense que les Lions vont vraiment connaître beaucoup de succès à l'intérieur. Donc ça va venir jouer sur la fiche également en fin de saison. Je pense que je pourrais donner un avantage. Tu me dis entre les Packers, disons, ou les Lions, je pense que le fait de jouer dans un dôme pourrait avantager les Lions, leur donner un léger avantage. Ouais, alors maintenant, combien de victoires les Lions seront en mesure d'aller chercher lors de la saison 2024? On l'a vu l'année dernière, ils ont terminé avec une fiche de 12 victoires et 5 défaites. Donc, plus ou moins 10 victoires et demi du côté des Lions de Détroit, selon toi, Marc-André? Moi, je pense que c'est un plus et c'est un plus assez facile dans mon cas. Je pense que 12-13 victoires, c'est très atteignable du côté des Lions cette saison, encore une fois. Ouais, de 10 et demi, au moins 11 victoires pour les Lions, je crois. Je crois que c'est réaliste de terminer avec une fiche de 11 victoires et 6 défaites, peut-être même mieux du côté de Détroit. Parce que je pense que l'équipe est améliorée, le noyau de joueurs est le même. Le seul obstacle pour moi, là, c'est au point de vue psychologique, là, la défaite qu'on a subie. Mais avec Dan Campbell, je suis certain, là, on a beaucoup d'attitude à Détroit, qu'on va être en mesure de mettre ça derrière nous. Si c'est pas même déjà fait du côté des Lions, il y a beaucoup d'engouement à la ville de Détroit pour les Lions. Ça fait longtemps qu'on attend d'avoir une équipe gagnante. Donc, ouais, moi, je pense que les Lions devraient être en mesure d'aller chercher au moins 11 victoires. Absolument. Parfait. On va se tourner maintenant du côté de Chicago. Les Bears de Chicago. Les Bears, on en a parlé beaucoup durant la saison morte, bien sûr. Ils détenaient le tout premier choix du repêchage avec Caleb Williams, ancien carrière étoile de l'université USC. On va jeter un coup d'œil justement aux joueurs qu'on a ajoutés à la formation de Chicago durant la saison morte. Bon, Caleb Williams, Rome Odunze, qui était le deuxième choix de première ronde des Bears, receveur de passe. Faut pas oublier le vétéran Keenan Allen, ainsi que le demi à l'attaque, DeAndre Swift. Dans les joueurs qui ont quitté naturellement Justin Fields, Eddie Jackson, le maraudeur qui cherche toujours une nouvelle équipe, et le vétéran au niveau de la ligne à l'attaque, Cody Whitehair. On va se concentrer sur les joueurs qu'on a acquis parce que ce sont tous des joueurs en attaque. Et puis, il n'y a aucun doute du côté des Bears. Qu'est-ce qu'on tente de faire, c'est de bien entourer Caleb Williams afin de s'assurer qu'ils connaissent du succès. Parce qu'à Chicago, traditionnellement, la position de carrière, ben, on a toujours eu des ennuis, là. Oui, absolument. Est-ce qu'il peut devenir le premier quart dans l'histoire des Bears à récolter 400 verges par la voie aérienne et même dès sa saison recrue? Je pense que c'est un peu poussé, mais je pense que Caleb Williams va le réussir. C'est probable, pour moi, ça ne sera pas cette année, mais potentiellement dans 2-3 ans, je pense que Caleb Williams, c'est vraiment un quart de concession. On a bien fait du côté des Bears de le repêcher. On a également, comme tu l'as dit, on lui a donné des armes à sa disposition. Keenan Allen, rendu quand même assez âgé, en âge de receveur de passe, 32 ans.
Je lisais des bons commentaires également sur Rome Odunze, des mini-camps. Rome Odunze a dit qu'il voulait s'attaquer au record déjà de Puka Nacua de verges en une saison. Donc ça, c'est assez intéressant de voir si on va quand même l'impliquer assez pour qu'il puisse, à tout le moins, essayer de battre ce record-là. On a DJ Moore, comme tu l'as dit, on a vraiment remodelé notre attaque du côté des Bears. Mais je veux parler de la défense parce que c'est la défense qui, aussi l'année dernière, on a vraiment eu une saison en 2 temps en défense. Lors des 10 premiers matchs, on a seulement réussi, lors des 8 premiers matchs, on a seulement réussi 10 sacs du corps, puis on a acquis ensuite Montez Sweat. Et après l'acquisition de Montez Sweat, ça a été vraiment, la défense a vraiment eu un regain de vie. On a obtenu 20 sacs du corps à la suite de l'acquisition de Montez Sweat. On a alloué seulement 17 points par match. C'est le plus petit total dans la NFL. Mais quand même, les 20 sacs avec Montez Sweat, ça se classait quand même au 27e rang de la NFL. Donc, pour moi, on a encore des ajouts. Il va falloir être meilleur sur le front défensif. Mais déjà, on a vu une progression de la défense. Et si l'attaque avec un corps recru peut vraiment être... je pense pas que l'attaque des Bears, Didier, va être spectaculaire, mais je pense que si elle peut simplement être efficace, je pense qu'on a des bonnes chances euh, d'avoir premièrement une fiche positive et de s'approcher d'une présence en éliminatoire. Ouais, ben, du côté de l'attaque des Bears, premièrement, il y a deux choses. Bon, tu viens de parler de Rome Odunze. Tant mieux pour lui s'il espère battre les records de Puka Nacua. C'est l'attitude à avoir, ben, ça va pas arriver. Il va pas battre les records à Puka Nacua parce que il y a trop de bouches à nourrir. Là, on vient de le mentionner. DJ Moore, Keenan Allen également. Donc ça, Caleb Williams, il va devoir garder tout le monde heureux. Puis c'est pas facile de garder heureux, de rendre heureux, en fait, les receveurs de passe. Tu sais, ils sont tous des divas, ça fait partie de leur ADN. Alors, pour Dunze, je pense pas qu'il va avoir assez d'opportunités comme Nakua a eu l'année dernière, justement, afin juste, de battre les records du receveur de deuxième année des Rams de Los Angeles. Puis d'autres facteurs, en fait, il y en a trois. La ligne à l'attaque des Bears. Reste à savoir, est-ce qu'elle sera en mesure de bien protéger Caleb Williams? On l'a vu, hein? Justin Fields avait couru afin de sauver sa peau très souvent. Ça, c'est quelque chose à surveiller. Un autre facteur, la température à Chicago. À la fin de la saison, on a voir des matchs parce que ça va être très venteux. C'est la ville des vents, Chicago. Donc, durant l'automne, il va y avoir des matchs où ça va être peut-être plus difficile de passer le ballon. Je ne parle même pas rendu au mois de décembre avec possiblement de la neige, de la pluie et tout ça. Donc, est-ce que cette attaque aérienne-là sera en mesure de prendre son envol rendu à l'automne, lorsqu'il va faire froid, lorsqu'il va y avoir de la neige, la température et tout? J'ai bien hâte de voir ça, mais la ligne à attaque, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez. La ligne à attaque des Bears, c'est bien beau, les receveurs de passe qu'on a mis sous contrat, l'arrivée de Swift, tout ça afin de bien entourer Caleb Williams. Mais si tu veux bien entourer ton carrière, ça commence avec la ligne à attaque. Je ne suis pas persuadé que cette ligne à l'attaque-là va mieux performer qu'elle ne l'a fait lors des 2 dernières saisons. Alors pour moi, c'est quelque chose que j'ai définitivement surveillé du côté des Bears de Chicago. Ça va être quoi l'histoire numéro 1 selon toi? J'ai parlé de Caleb Williams. Est-ce qu'il y en a une autre qui va être à surveiller du côté des Bears cette année? Je pense, pour revenir à ta température à Chicago, je pense que on veut construire un stade couvert à Chicago. Je pense que ça va être ça la solution pour que nos cars passent pour 4000 verges dans le futur. Mais est-ce qu'il y a d'autres histoires? Ouais, Oui, ça doit être assurément. approuvé par le gouvernement. D'abord, là, le stade de Ouais. Chicago, c'est pas fort encore. Caleb Williams va peut-être être rendu à sa 10e saison dans la Ligue là, quand ils vont voir leur nouveau stade. Bref, mais est-ce qu'il y a d'autres histoires? Ben, c'est celle de l'entraîneur Matt Eberflus, Didier. Est-ce que la laisse sera grande cette saison? C'est la grande question qu'il faut se poser dans son cas. Ouais, Matt Eberflus, il n'y a plus d'excuses du côté de Eberflus. Hein? On a repêché Caleb Williams au tout premier rang du repêchage. Comme on vient de le dire, on a entouré Williams. La défense, elle a fait du bon travail, surtout lors de la deuxième moitié de la saison. On a récompensé Jalen Johnson, excellent demi-coin, avec une prolongation de contrat. Donc, toute la pression va être sur l'entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus. Et souviens-toi, l'année dernière, là, après le mauvais début de saison des Bears, on voulait sa tête à Chicago. Je me souviens d'un match qu'on avait présenté sur les ondes de RDS. Les Bears affrontaient les Commanders de Washington. Il y a des rumeurs qui circulaient que si on perdait ce match-là, ben, c'en était fait de Matt Eberflus. Il allait être congédié.
Heureusement pour lui, les Bears ont été en mesure de l'emporter. Justin Fields avait connu un fort match, puis après ça, ben, on a trouvé notre rythme du côté de Chicago, mais on peut pas avoir un autre mauvais début de saison du côté des Bears, parce que là, les partisans vont demander la tête de Eberflus. On a vu là, le premier choix du repêchage avec Caleb Williams. Alors, il faut bien commencer la saison du côté de Chicago. Puis on le voit, hein, là, tu vois, ça c'est la mort qu'on voit, mais avec Wow! la tête J'adore des votre Bears de créativité. Chicago. Ouais, écoute, c'est Guillaume là, qui a trouvé ça sur les J'a- réseaux sociaux. Alors, est-ce que la mort qui cogne à la porte de Caleb Williams, parce qu'on sait, Chicago, traditionnellement, c'est un cimetière pour les carrières. Absolument, absolument. Écoutez, je m'adresse aux gens qui écoutent ce podcast sur Spotify ou sur les plateformes d'écoute. Si vous avez 2 secondes, on va vous donner le timing là, des images qu'on l'on prépare. C'est vraiment très drôle. Allez l'écouter sur YouTube, allez regarder ce que Guillaume a fait sur YouTube. C'est vraiment très bon. Puis j'ai perdu ta question, j'ai perdu ce que tu me demandais avec tout ça. Ouais, non, mais ça, je disais juste que les Bears, écoute, traditionnellement, c'est un cimetière pour les carrières, là. Quels sont les bons carrières dans l'histoire des Bears? C'est quoi? C'est Rex Grossman? C'est Jim Euh, McMahon? Jim McMahon, on misait sur la défense et l'attaque au sol à l'époque. Même avec Rex Grossman, lorsqu'on a participé au Super Bowl à la suite de la saison 2006, si je me souviens bien. Encore une fois, exact. on misait sur une défense qui était absolument dominante et le jeu au sol. Donc, c'est ça, là. Il y a toute l'histoire, l'historique des Bears à la position de carrière qui joue contre Caleb Williams, peut-être qu'il sera en mesure de briser les tendances. C'est pour là qu'on voit des images, oui, de Williams avec un Rome Odunze lors du minicamp. Mais c'est fou de penser que les Bears, c'est une équipe, disons, avec autant d'histoire, qui n'ont jamais eu de quart qu'on peut se dire de concession. Tu sais, on pense aux 49ers, on pense à Joe Montana, on pense à Steve Young, on pense aux grandes équipes, les Cowboys, on pense à Troy Aikman, Roger Staubach, les Packers, on peut en nommer tout plein, Brett Favre jusqu'à Bart Starr, bref. Mais les Bears, ça a toujours été la grande sécheresse. Moi, je trouve ça fascinant quand, avec une équipe avec autant d'histoire, autant d'années dans la ligue, on n'a jamais vraiment réussi à trouver un quart, tu sais, les Colts, Peyton Manning, les Pats, Tom Brady, bref. C'est fou quand même de penser que les Bears n'ont jamais réussi à dénicher un quart de cette trempe-là. On pense qu'on l'a. Alors, Caleb Williams, ça va être aux Bears de le développer. Il est talentueux. Alors, on va voir. On va voir. Écoute, l'histoire n'est pas en faveur de l'organisation de Chicago. Mais Williams, il est très talentueux. En tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir ça, là, de quelle façon il va jouer. Mais oublie pas, toute la pression, elle est sur Matt Eberflus. C'est aucun doute là-dessus. Alors, après tous ces changements-là qu'on a fait du côté des Bears de Chicago, puis on a même changé également de coordinateur à l'attaque aussi. Luke Getsy n'est plus là. Combien de victoires pour toi tu penses que les Bears sont en mesure d'aller chercher? Je pense qu'on peut atteindre facilement une fiche de 500, Didier. Fait que le 8,5 pour moi, ça serait un plus. 8-9 victoires. Ouais. Je pense qu'on va Bon, voir on une peut pas avoir une fiche progression. de 500, on joue 17 matchs, oublie pas, là. On joue 17 matchs. Oui, Donc, c'est soit une fiche c'est gagnante ou une vrai. fiche C'est perdante. vrai. Mais je pense que pour moi, ça serait un plus dans le cas des Bears. Je serais beaucoup, si j'avais à parier là-dessus, je serais beaucoup moins confiant avec les Lions. Le 10,5, ça c'est sûr, mais le 8,5 pour moi, pour les Bears, c'est un plus. Je pense qu'on va voir une progression du côté des Bears cette saison. 9, 10 victoires, c'est faisable dans le cas des Bears pour moi. Ouais, moi, je vais dire, c'est 8,5, je vais dire moins. Je vais dire 8. On va aller chercher 8 victoires du côté des Bears de Chicago. Tu sais, l'attaque, est-ce qu'elle va se mettre en marche dès le début de la saison? Comme je disais tout à l'heure, à la fin de la saison, la température va être un facteur aussi. Sauf qu'une fiche de 8 et 9, c'est réellement à cause de la ligne à attaque. Moi, j'ai des questions au niveau de la ligne à attaque des Bears. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas leur donner plus que 8 victoires. Mais j'ai bien hâte de voir ça. En tout cas, il y a beaucoup d'engouement à Chicago avec l'arrivée de Caleb Williams, de tous les autres joueurs en attaque. Mais j'ai besoin de le voir pour y croire là, que finalement, l'attaque des Bears sera explosive. J'ai jamais vu une attaque des Bears explosive de mon vivant. Ou presque, faut dire, avec Trestman, Jay Cutler, on avait eu des bonnes séquences quand même. Est-ce qu'on avait réussi à participer aux éliminatoires lors de la première année de Trestman? Je me souviens pas. Il y avait Brandon Marshall à l'époque qui était là, Matt Forte. C'est quand même une attaque intéressante, mais Ouais, bon, Cutler ouais, était ouais, toujours de ouais, ouais. victime d'interception au pire moment. Là. Ça, c'est autre chose, là, au quatrième quart.
Mais c'est ça. Mais en tout cas, on va voir. Mais moi, je vais aller avec 8 victoires. Toi, t'as-tu combien de victoires, t'as dit? 9-10. Plus ou moins 8,5? Ouais, 9-10, ouais, 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 toi, ouais, tu dis ouais. plus. Moi, je Plus. dis En moins. fait, je veux pas gâcher le punch, là, mais j'aurai beaucoup de plus dans mes choses, selon moi, cette division-là. Ah ouais. Ouais, Donc, pour toi, le verre est à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. exact. C'est bon. Ben, écoute, on va se tourner du côté des Vikings du Minnesota. Eux, l'année dernière, ben, ça a été un jeu de chaises musicales continu à la position de carrière. À un certain moment donné, Josh Dobbs était une des révélations, une des sensations de la NFL. Puis on a assisté à un retour sur terre abrupt Le du côté Pastronaut. de Josh Dobbs. Ouais, le pass runner, ouais, c'est ça. Et puis, bon, là, il n'est plus au Minnesota. On est allé de quelques changements du côté de la formation des Bears. Il y a des nouveaux venus, notamment à la position de carrière, où on a repêché en première ronde J.J. McCarthy, Marc-André. Yes, J.J. McCarthy. Est-ce que c'était ça vraiment le plan des Vikings? Je suis pas convaincu. Je pensais probablement que les Vikings s'attendaient peut-être à avoir le choix entre lui et Michael Penix également. Mais J.J. McCarthy, c'est un excellent. Mais premièrement, il arrive de l'Université Michigan, il a gagné le championnat national. C'est un excellent corps dans une attaque qui était concentrée sur le jeu au sol. J'ai bien hâte de voir lorsqu'on va lui demander de passer davantage le ballon, s'il sera aussi convaincant qu'à l'université, mais ça reste à voir. Mais pour moi, J.J. McCarthy, vraiment une excellente addition du côté des Vikings. On a toutefois dit qu'il aura à battre Sam Darnold au camp d'entraînement pour prendre la place de quart numéro 1. On dit toujours ça. Du côté des équipes de la NFL, je pense que McCarthy, on va le voir assez rapidement dans la mêlée. On a fait d'autres additions également. On a été chercher Aaron Jones du côté de Green Bay. Green Bay, on s'en est départi. Je pense que Aaron Jones va avoir le couteau entre les dents, spécialement contre son ancienne équipe. Faut pas oublier, Aaron Jones a terminé la saison lors de ses 5 derniers matchs. Il a obtenu une moyenne de 116 verges au sol par match. Donc, à 29 ans, est-ce qu'il est en fin de carrière assurément, mais est-ce qu'il est un porteur de ballon fini? Je ne pense pas. Et même si je mets mon chapeau fantasy l'instant d'un moment, il a une excellente valeur en ce moment au niveau fantasy. Aaron Jones, on semble l'oublier dans les repêchages fantasy. Mais ce serait intéressant de voir également, Didier, la défense aussi. Puis en attaque, pas dire, on ne peut pas passer sous silence également Justin Jefferson, qui est pour moi le meilleur receveur de passe de la NFL s'il est en santé. Oui, ben, l'unité défensive, on a mis sous contrat Jonathan Greenard, un chasseur de corps ancien des Texans de Houston, afin de remplacer Daniel Hunter, qui a quitté via le marché des joueurs autonomes. On a repêché Dallas Turner, ancien de l'Université Alabama, avec notre deuxième choix de première ronde du côté des Vikings du Minnesota. Alors, on est quand même bien nanti, là, en théorie, à la position de chasseur de quart. Donc, moi, j'ai hâte de voir ça parce que la défense des Vikings, elle a connu des ratés l'année dernière. Et puis également Van Ginkel, l'ancien des Dolphins de Miami, qui est pas mauvais en tant que chasseur de quart. Donc, clairement, lorsque tu regardes les joueurs qu'on a mis sous contrat du côté des Vikings, on voulait améliorer notre unité défensive. La tertiaire qui est encore suspecte, selon moi, m'ont mis sur Brian Flores comme coordinateur en défense. Donc, cette défense-là, pour moi, en théorie, elle devrait être améliorée la saison prochaine. Et puis, si jamais McCarthy obtient du temps de jeu, ben, on va remettre le ballon à Aaron Jones. On va miser sur le jeu au sol et notre défense davantage, moi, je crois, du côté des Vikings du Minnesota. En tout cas, c'est à souhaiter. Oui, vas-y. Je m'en allais dire, sous Brian Flores, Didier, l'année dernière, les Vikings blitzaient 50% du temps. C'était un sommet dans la NFL. Sauf qu'on arrivait à appliquer de la pression sur les quarts adverses seulement 30% du temps. C'est ça qui était le problème. Ça, c'était un des pires ratios dans la NFL. Donc, c'était vraiment là le problème. C'était le front défensif. Fait qu'on a fait des acquisitions en ce sens. Tu as parlé de Greenard qui a eu comme 12,5 sacs avec Houston la saison dernière. Donc, on a vraiment ciblé cet aspect-là de notre défense. Ouais. Exactement. Exactement. Ouais. On a fait des Donc, mouvements ça va être à ces en ce joueurs-là sens. de livrer la marchandise. C'est ça va être à ces chasseurs de quart-là d'être productifs, de presser les carrières adverses pour faire en sorte que j'imagine Brian Flores, il aimerait blitzer moins, surtout que la tertiaire est suspecte. Donc, ce qui veut dire que si tu blitzes, tu joues plus de homme à homme avec une tertiaire suspecte. C'est pas nécessairement une bonne recette, mais si tu peux générer de la pression sur les carrières adverses sans avoir à blitzer, ben là, ça peut donner un coup de main à ta tertiaire. Donc, ça va être à surveiller du côté des Vikings. Parce qu'on parle, oui, naturellement, beaucoup de l'attaque, l'arrivée de J.J. McCarthy et tout ça. Mais défensivement, c'était une équipe qui avait des lacunes.
Mais malgré tout, on a gagné 7 matchs sans avoir de carrière, essentiellement l'année passée, là, du côté du Minnesota. À chaque 2 matchs ou à peu près, on changeait de quart. Donc, il faut donner crédit à Kevin O'Connell, qui, selon moi, est un bon entraîneur-chef. Le duo de Kevin O'Connell, on sait, lui, c'est un ancien carrière, avec Brian Flores, qui est un ancien entraîneur-chef. C'est toute une tête de football en défense. Il est un des meilleurs coordinateurs défensifs de la NFL. Donc, il n'y a pas de lacune au niveau du coaching des Vikings. Alors, je me dis, si on a pu gagner 7 matchs l'année dernière sans carrière, en théorie, il me semble que ça devrait être mieux en 2024 pour le Minnesota. Mais maintenant, qu'est-ce qui va être à surveiller? La chose numéro 1 à surveiller du côté des Vikings avant le début de la saison. Écoute, j'ai bien hâte de voir du côté des Vikings, justement, à quand le premier départ de J.J. McCarthy. Et là, là, je viens de voir encore les graphiques. Oui, le premier De ton départ côté, de donc il y a J.J. de l'espoir avant le début de la saison, mais du côté du Minnesota, mais en saison régulière l'année dernière, les choses se sont gâtées. Hein. Alors, Mais tu en as comment on se sent tu face en- à la saison des Vikings, l'imoji dit tout. Là. Hey, on n'est pas certain. Je vais arrêter de regarder, j'en perds mes mots lorsque je regarde les graphiques. Mais ça pour dire que oui, tu parlais de la tertiaire, vraiment qui est vraiment suspecte. Il y a aussi le fait que l'année dernière, on a connu du succès avec aucune production non plus au sol. Alexander Matheson n'était pas la solution du côté des Vikings. Oui, c'est On a vrai, ben également oui. on a également TJ Hopkinson qui devrait rater en tout cas, la première moitié de saison. Il se remet d'une déchirure du ligament croisé antérieur. On compte sur 2 excellents receveurs de passe entre Jefferson et Jordan Addison, qui s'en sera à sa 2e année. Mais pour moi, la grande histoire, c'est J.J. McCarthy. Quand est-ce qu'on va l'embarquer dans la mêlée? Il aura l'air de quoi? Parce que si on arrive, la clé du côté des Vikings, Didier, selon moi, c'est si on arrive à avoir euh, un- du jeu, je dirais pas extraordinaire ou très bon, mais juste un bon niveau de jeu à la position de quart. Je pense qu'on pourrait causer des surprises dans cette division-là. Parce qu'on a quand même une attaque, comme tu l'as dit, Kevin O'Connell, j'aime beaucoup ce qu'il fait également en attaque. Donc pour moi, tout part de la position de corps arrière, qui est la position, selon moi, névralgique d'une attaque au football et même la position névralgique tout court d'une équipe de football. Oui, J.J. McCarthy, de ce qui a été rapporté lors du mini-camp des Vikings du Minnesota, ben, il était très loin derrière Sam Darnold. Apparemment, il n'y avait même pas de comparaison à faire. Sam Darnold, bon, c'est un vétéran, mais Darnold performait beaucoup mieux que J.J. McCarthy. Alors, pour moi, personnellement, moi, je ne suis pas un fan que J.J. McCarthy soit repêché en première ronde. Pour l'avoir regardé jouer à l'Université de Michigan, je comprends qu'il a des atouts physiques, il a un bon bras, il a une certaine mobilité. Et puis, oui, il a gagné plusieurs matchs à l'Université de Michigan. Mais comme tu l'as dit, on misait beaucoup sur notre attaque au sol du côté de Michigan. Donc, jamais il a eu nécessairement à transporter à l'attaque. Quand tu arrives du côté de la NFL, tu es en carrière, tu es repêché en première ronde, moi, je m'attends à ce que tu aies le potentiel de le faire. Alors, du côté de J.J. Mhm. McCarthy, il n'a pas prouvé qu'il avait ce potentiel-là. Peut-être qu'il le possède, mais on ne l'a jamais vu, selon moi. Et puis là, présentement, ben, il est derrière Sam Darnold. Darnold performe beaucoup mieux que lui. On va voir, c'était lors des mini-camps. Le camp d'entraînement va commencer à la fin juillet. Moi, j'ai l'impression que c'est bel et bien Darnold qui va être le carrière partant au début de la saison régulière du côté des Vikings. On, Sam Darnold a travaillé dans l'entre-saison avec Jordan Palmer, qui est le petit frère de Carson Palmer, qui Mhm. entraîne des corps arrière durant la saison morte, puis qui a entraîné Ouais. des gars comme Josh Allen, Pat Mahomes, Trevor Lawrence, Joe Burrow. Puis il a lui-même dit qu'il croit que Sam Darnold est un quart numéro 1 dans la NFL. Il ne dit pas que c'est un excellent quart, mais qu'il a sa place comme quart numéro 1 dans la NFL. Qu'il a Mais encore c'est du ça temps dans l'affaire, son cas. Marc-André. Oui, Sam Darnold, il y avait, comment il s'appelait? Il y avait un autre Sam Bradford à l'époque. Il y a ces joueurs-là qui sont repêchés en première ronde, qui obtiennent 2, 3, 4, 5 chances de devenir carrière partant avec des équipes différentes. C'est comme si les entraîneurs sont toujours en amour avec leur potentiel. Sam Darnold, c'est ça. C'est un peu comme Sam Bradford. Il est rendu à sa combienième chance d'être un carrière partant. Commencé avec les Jets. Après ça, c'est quoi? Avec les Panthers. Bon, là, les l'année dernière, il a Niners. été Ouais. carrière numéro 2 avec San Francisco. Là, il se retrouve au Minnesota, une autre chance de devenir carrière partant.
Moi, j'en ai assez vu. Moi j'ai lancé la serviette dans le cas de Sam Darnold il y a 3 ans au moins. Là. Je ne sais pas pour toi, mais c'est ça. Il y a cette carrière-là qui obtient des chances et des chances continuellement. Sam Darnold fait partie de ce groupe-là. Ça fait partie de la malédiction des quarts de l'université USC aussi, là. Oui, c'est vrai, traditionnellement. Ben là, dis pas ça pour les partisans des Bears qui regardent le podcast ou qui Ah l'écoutent. ouais! Parce qu'on vient de Ouais, repêcher Caleb ouais, Williams en première ronde. Ce produit de l'université USC. Mais c'est vrai, traditionnellement, les carrières de USC. Mis à part Carson Palmer. Carson Palmer ouais. était excellent. Malheureusement, il avait Mais subi tu une sais ce grave qu'on dit en blessure à un français, genou c'est lors de match l'exception éliminatoire. qui Il confirme la confirme la règle. règle. Ouais, non, c'est ça. Alors, on va voir qu'est-ce que Caleb Williams va donner. Mais tout ça pour dire, c'est ça. Sam Darnold, il n'est pas la réponse à la position de carrière. Je crois pas à ça. Alors, on va voir. On va voir quand est-ce que Jim McCarthy sera envoyé dans la mêlée du côté des Vikings du Minnesota. Donc, de ton côté, combien de victoires pour les Vikings lors de la saison 2024? L'année dernière, ils ont gagné 7 matchs avec aucun carrière de talent, ou à peu près. Alors, plus ou moins 6 victoires et demie pour le Minnesota. Je trouve ce bas, encore une fois, 6,5. Donc, cette victoire, pour moi, je vais prendre encore le plus du côté des Vikings parce que justement, on a une tertiaire suspecte, mais je considère qu'on a une bonne attaque. Tout va dépendre du corps arrière, encore une fois. Si on arrive à lancer des ballons vers Justin Jefferson, vers nos receveurs de talent, ben, je pense que cette victoire, c'est atteignable encore là. Donc, je vais prendre le plus. Plus de 6,5, donc 7. Plus pour moi, encore une fois. Ouais, ben comme je l'ai dit tout à l'heure, on a gagné quoi, 7 matchs l'année dernière sans carrière. J'ose croire que ça va être mieux du côté des Vikings. Je vais leur donner 8 victoires pour le Minnesota. Parce que bon, la position carrière demeure un point d'interrogation. Je me dis, ça peut pas être pire que l'année dernière. Même avec Sam Darnold, je viens de dire que je crois pas nécessairement en Sam Darnold, mais il est quand même mieux que Josh Dobbs, quand même mieux que tous les autres cas qu'on a utilisés l'année dernière. Et le duo, encore une fois, je le répète, de Kevin O'Connell avec Brian Flores. C'est deux entraîneurs que j'aime. Je sais que leur formation va être préparée à tous les matchs, à chaque semaine. Donc, je vais y aller pour 8 victoires du côté des Vikings du Minnesota. Ben, mine de rien, il reste juste une équipe là, du côté de la section Nord. Et cette équipe-là, ben, ce sont les Packers de Green Bay. Les Packers, on en a parlé tout à l'heure brièvement. Ça avait mal commencé la saison 2023, mais ils ont terminé en force lors de la deuxième moitié de la saison. Et lors des matchs éliminatoires, oui, je sais, ça fait mal si vous êtes un partisan des Cowboys. Ils sont allés à Dallas et ils ont donné toute une claque, toute une baffe aux Cowboys en éliminatoire. Donc, on voit ben, les nouveaux venus. Hein? Bon, on a perdu Aaron Jones, on vient d'en parler, qui a quitté pour le Minnesota, mais on l'a remplacé par Josh Jacobs, l'ancien des Raiders. Donc, ça, c'est intéressant pour les Packers de Green Bay. Il ne faut pas oublier que A.J. Dillon est toujours présent. Donc, ça te donne deux demi à l'attaque qui sont quand même robustes du côté des Packers de Green Bay. Qu'est-ce qui a retenu ton attention, là, soit dans les nouveaux joueurs qui sont arrivés du côté de Green Bay ou les joueurs qui ont quitté l'organisation? L'acquisition clé, selon moi, des Packers de Green Bay, Didier, c'est celle de Xavier McKinney, à qui on lui a donné un large contrat. Et selon moi, l'un des meilleurs demi de sûreté en couverture de passe. Et je pense que c'est un besoin criant du côté des Packers de Green Bay, Didier. L'année dernière, ben là, en plus, on a fait des congédiements, on a fait des ajouts dans le groupe d'entraîneurs en ce sens. On a congédié Joe Barry, ton préféré, qui était très, disons, passif. Ses défenses étaient très Ouais, passives. Joe pour être Barry, on l'a poli. remplacé par... Hein? Non, j'ai dit pour être poli, oui, on va dire que ses défenses Oui, étaient oui, passives, j'ai oui. dit passif pour... Oui, oui, ça s'appelle, c'est ça, choisir ses mots. Et on l'a remplacé par Jeff Hafley, qui est beaucoup plus agressif, puis qui demande beaucoup plus de couverture homme à homme. Donc, l'acquisition ou l'ajout de Xavier McKinney va dans ce sens-là. Donc, je trouve que c'est l'acquisition la plus importante des Packers à être en défense, parce qu'on a vraiment une attaque. On n'avait pas besoin de receveurs de passe, on a des jeunes receveurs de passe. Savais-tu, Didier, qu'on avait l'équipe la plus jeune dans l'histoire de la NFL en éliminatoire l'année dernière, quelque chose comme 24-25 ans en moyenne. On a un jeune quart de jeunes receveurs receveurs de passe, oui. On a signé Josh Jacobs, mais on a aussi Marshawn Lloyd qu'on a repêché
également un jeune porteur de ballon. Donc, vraiment, faut tout que ce monde-là, c'est un peu comme les Canadiens de Montréal, faut que ce groupe-là grandisse ensemble. Puis je pense qu'on est en droit de s'attendre à de grandes choses dans l'avenir du côté des Packers. Ouais, les Packers qui sont l'organisation qui nous prouve qu'on n'a pas vraiment besoin de repêcher les receveurs de passe en première ronde. OK? Non seulement ça, puis ça fait longtemps du côté des Packers qu'on en trouve des receveurs de passe. Mais là, tu regardes durant la saison morte, écoute, il y a plusieurs receveurs qui ont fait sauter la loterie. Je parlais tout à l'heure de Amon-Ra St. Brown là, du côté des Lions de Détroit. Justin Jefferson aussi a signé une grosse prolongation de contrat avec les Vikings du Minnesota, puis il y en a eu quelques-uns d'autres du côté de la NFL. Mais les Packers qui ont possiblement un des meilleurs groupes de receveurs de la Ligue, là, maintenant, là, soudainement, puis ce sont tous des joueurs qu'on a repêchés du côté de Green Bay. La défense, elle doit être mieux. Ça peut pas être pire que sous Joe Barry, je peux pas croire. Et quand tu regardes l'unité défensive des Packers, c'est ça qui était frustrant avec Joe Barry. Puis ce groupe-là, cette unité-là est tellement talentueuse, Marc-André, que ce soit au niveau de la ligne défensive, à la position de secondaire de ligue, ou au niveau de la tertiaire, tu as des joueurs qui sont excellents, qui sont parmi les meilleurs de la NFL à leur position. Et malgré tout, l'unité, écoutez, il y avait des erreurs en termes de couverture, on avait des problèmes. Une semaine, c'était contre le jeu au sol, on n'était pas capable d'arrêter la course. Donc, je crois que cette unité-là, elle peut juste être améliorée. Si elle peut jouer avec plus de constance, ça serait vraiment un gros plus du côté des Packers. Absolument. Elle sous-performait. On se demandait, elle donnait des verges contre la course, c'était assez pitoyable aussi. Elle sous-performait. C'est à se demander si ça prenait simplement un changement de coordinateur défensif pour que vraiment cette unité-là retrouve ses lettres de noblesse. Ouais, ben on va le savoir dès la première semaine d'activité, parce que les Packers vont jouer contre ton club, les Eagles, au Brésil, vendredi Ouais, soir, rien de moins. ouais, Oui. Alors, on va ouais. avoir deux matchs, un match jeudi soir à Kansas City, et après ça au Brésil, vendredi soir, Packers contre Eagles. Est-ce que Selon tu vas être toi, en ouais, ben direct? t'as-tu dit quelque chose? Vas-tu être en direct, Didier, au Brésil? Je Tu me pense que demandes pas. si RDS va m'envoyer au Brésil? OK, non, non, on C'est va ça pas que tu là. me demandes? Non. Non, non, non. OK, on change de sujet. Malheureusement, écoute, j'aimerais bien ça, mais non, ce n'est pas dans les Non. cartes, comme on dit. Non, exactement. Écoute, selon toi, ça va être quoi l'histoire à suivre là, du côté des Packers? L'histoire Ben, numéro un là, qui retient l'attention. est-ce que Jordan Love va poursuivre sur sa lancée parce qu'il a connu un début de saison difficile? On se demandait, bon, c'est pas la solution du côté de Green Bay, mais il y a une petite lumière qui s'est allumée dans son cerveau en deuxième moitié de saison, tu l'as dit. 18 touchés, une interception à ses 7 derniers matchs. C'était l'un des meilleurs quarts de la Ligue. Sa cote d'efficacité était la meilleure de la NFL lors des 7 derniers matchs en deuxième moitié de saison. Donc, est-ce que Jordan Love vraiment est le quart de concession ou est-ce qu'il est l'homme de la deuxième moitié de saison où il est un mix de l'homme de la première et de la deuxième moitié de saison, ça reste à voir. Mais si vraiment Jordan Love euh, continue sur sa lancée, tous les espoirs sont permis à Green Bay. Ouais, le choix d'emoji était facile hein, pour Jordan Love, de l'amour, Mhm. hein, le petit bonhomme qui envoie un petit bec rempli d'amour pour Jordan Love. Écoute, les Packers vont avoir des décisions à prendre. Hein, parce que Jordan Love, son échantillon, il est petit. Une saison comme carrière partant, comme tu viens de dire. C'est difficile en première moitié de saison. Mais après ça, en deuxième moitié de saison, il est statistiquement, du moins, il était un des meilleurs quarts de la NFL. Il est en mesure de gagner un match éliminatoire sur la route, en territoire adverse, à Il avait Dallas, été très contre bon. les Il a été Cowboys. exceptionnel dans ce match-là. Oui, oui, absolument, absolument. Mais toutefois, si tu veux lui donner un contrat d'une valeur moyenne de 50 millions de dollars par année, tu aimerais avoir un plus gros échantillon. Alors ça va être à surveiller la saison de Jordan Love. Quel genre de saison qu'il va connaître. Mais écoute, il n'y a pas de raison de croire qu'il ne va pas poursuivre sur sa lancée. Parce que c'était ça la question. Est-ce qu'il va pouvoir poursuivre sur sa lancée de la saison dernière? Il n'y a pas de raison de croire que ça ne sera pas le cas. On a parlé du groupe de receveurs qui est très jeune. Alors Love, avec ses receveurs de passage, ils grandissent ensemble. Donc, ils devraient juste être encore mieux, selon moi, en 2024. Absolument. Ah ben écoute, c'est parfait. Alors, pour les Packers de Green Bay, t'as rien d'autre à dire? Absolument rien d'autre à ajouter? C'est Ben ça, t'es non. d'accord avec moi? Ben, Bon, ben c'est correct. non, non, mais on peut parler de Josh Jacobs. C'est un point d'interrogation pour moi parce qu'il a vraiment connu une mauvaise saison Ouais, l'année pourquoi, ouais? dernière.
parce qu'il a connu une mauvaise saison l'année dernière. Il est souvent blessé. J'ai bien hâte de voir ce qu'il peut apporter aux Packers. Est-ce qu'il est réellement meilleur que Aaron Jones ou on voulait tout simplement pas payer Aaron Jones? C'est aussi une question. J'ai hâte de voir ce qui. Mais tu sais, en termes de joueurs, d'utilité, de talent sur le terrain et d'habileté sur le terrain, Aaron Jones pour Josh Jacobs, c'est en termes d'utilisation et de qualité aussi dans le jeu aérien, c'est 4 en dessous pour une pièce. Mais j'ai hâte de voir l'utilisation de Josh Jacobs et mon chapeau fantasy, l'utilisation qu'on va faire aussi de Marshawn Lloyd, de qui on dit beaucoup de bien. Ouais, mais non, mais c'est vrai, c'est une bonne question, hein. Parce que Aaron Jones, il était super pour les Packers. Puis lorsqu'il était blessé, lorsqu'il n'était pas dans la formation, ça paraissait, l'attaque des Packers n'était pas la même. Parce que A.J. Dillon n'a pas le même style de jeu. Il n'est pas un aussi bon receveur de passe en sortant de champ arrière. Pas juste ça, mais Aaron Jones peut le détacher de la formation, l'utiliser comme un demi-inséré. Il est tellement polyvalent. Mais je me dis, lorsqu'une équipe laisse un joueur quitter via le marché autonome, il doit avoir une raison pour ça. Alors peut-être, position de porteur de ballon, tu le sais, hein, du jour au lendemain, des fois, il y a une chute en termes de production. Mais en même temps, on remplace par George Jacobs, qui a beaucoup de kilométrage, lui aussi. Donc, j'ai hâte de voir là, lequel des deux connaîtra la meilleure saison. Est-ce que ça va être Jacobs à Green Bay ou Aaron Jones avec les Vikings du Minnesota? Ça va définitivement être à surveiller. A.J. Dillon, qui est pour sa part dans les limbes, parti dans les limbes, a sombré dans l'oubli cette saison, probablement, à moins qu'on ait beaucoup de Ouais, blessés. ben, réserviste. Un rôle de réserviste, Ouais, mais simplement. c'est Il dommage. va tenir du temps de jeu pour... C'est un gros porteur de vas-y. ballon qui avait un certain potentiel, puis on voit que ça ne fonctionne pas au niveau de la NFL, malheureusement pour A.J. Dillon. Non, ben, il Mais n'est oui, pas un mauvais joueur, mais faut lui trouver un rôle, c'est ça. Tu sais, il est gros, il est robuste, mais il peut pas être ton porteur de ballon numéro un. Là. Ça, je pense que il, à Green Bay, on le sait, là, c'est pour ça que on a mis George Jacobs. il s'apparente plus à un centre arrière qu'à un porteur de ballon, Ah, selon moi, quand A.J. même, quand Dillon. même. Ouais. Pas, pas si peu que ça. Il est plus agile qu'un centre arrière, tout de même. Il est plus agile, mais D'accord, bon. d'accord. Excuse-moi. Je vais essayer de le défendre un peu. Ben écoute, ouais, combien de victoires pour les Packers, selon toi, cette Euh, année-là? L'année dernière, ils cette ont été en mesure division, de participer aux éliminatoires, puis on voit dans le bas de l'écran à droite, excuse-moi, mais leur fiche lors des 5 dernières saisons. Alors, pour toi, 9 plus ou moins de 9 victoires et demie du côté des Packers? ben, ça va être un plus pour moi. Je pense que cette division-là, ça sera 4 formations qui vont patauger les pires. La pire formation de cette division-là va patauger entre 8, 9, puis les meilleurs en 10, 11, 12, 13 victoires. Je pense que ça va être la compétition sera relevée, que les fiches ne seront pas vraiment aux extrémités. Il n'y aura pas une équipe à 4 victoires dans cette division-là. Donc, pour moi, les Packers, 10 victoires. Je serais assez confiant de dire que les Packers vont atteindre ce nombre de victoires-là cette saison. Bon, ben, je suis avec toi. Je suis avec toi à 100%. 10 victoires au moins pour les Packers de Green Bay, donc plus que 9 et demi. On vient d'en parler, c'est une formation qui a du talent autant en attaque qu'en défense. Joe Barry n'est plus là. On va voir ce que Josh Jacobs va donner, mais je pense vraiment que Jordan Love va poursuivre sa lancée de la saison dernière. Alors, au moins 10 victoires pour les Packers de Green Bay. Alors, afin de terminer notre tour d'horizon de la section nord de l'Association nationale, on va jeter un coup d'œil au classement de puissance, justement, de cette division. Bon, faut pas oublier là, qu'on enregistre ce podcast, on en est quoi, le 8 juillet? Alors, ça vaut ce que ça vaut. Mais pour nous, au podcast Le Sac du Cœur, ben, on a les Lions en première position. On croit que les Lions demeurent la meilleure formation de la section nord de la nationale, suivi des Packers, des Bears et des Vikings du Minnesota. Je suis assez Qu'est-ce que tu d'accord avec penses de ça, ça, Didier. Marc-André? Ouais, je suis assez d'accord Ouais? avec toi. Ça va se jouer entre les Lions, les Packers au sommet, puis les Bears, les Vikings, Minnesota. Je vais te dire quelque chose, les Bears, ça me fait peur. Je remets pas en doute le talent de Caleb Williams, puis sa place comme tout premier choix au dernier repêchage. Mais tu sais, la première saison d'un quart recru, parfois c'est difficile. Donc pour moi, les Bears, ça me rend un peu nerveux. Justement, beaucoup de bouches à nourrir. Il va y avoir assurément des gens insatisfaits. DeAndre Swift, pas reconnu, c'est un excellent porteur de ballon, pas reconnu pour sa durabilité. Bref, on pourrait avoir beaucoup
on a dit des impondérables du côté des Bears cette saison. Et j'ai bien hâte de voir comment on va réagir du côté de Chicago. Ouais, moi aussi, j'ai bien hâte de voir ça. Alors, écoute, ben, on a terminé notre tour d'horizon de la section nord de l'Association nationale. On va maintenant répondre à vos questions, hein. On vous invite à toutes les semaines de nous envoyer, oui, vos questions, que ce soit concernant les Alouettes, la NFL. On vous invite à le faire en format vidéo aussi, hein. Si vous pouvez nous envoyer ça, vos vidéos, soit via mes réseaux sociaux ou l'adresse courriel du podcast. C'est simple, c'est le sac du quart à commercial gmail.com, le sac du quart à commercial gmail.com. Si vous pouvez nous envoyer vos questions, trentaine de secondes au maximum, comme ça on peut les jouer lors de la minute des fans. Puis ça vous donne une occasion de vous voir à l'écran aussi, ce qui est toujours amusant. Alors, envoyez-nous vos questions si vous en avez au cours des prochains jours pour qu'on puisse y répondre lors du prochain épisode du podcast. Alors, les questions qu'on a reçues cette semaine, oui, c'était des questions par courriel. Alors, Christophe, tout d'abord, bonjour Didier. Penses-tu que la perte de Sean Lemon aura un impact significatif pour la ligne défensive à long terme? Samedi, Jake Maier semblait avoir beaucoup de temps pour décocher ses passes. Ben, tout d'abord, Christophe, merci d'avoir pris le temps de nous écrire et de nous envoyer ta question. Ben, Jake Maier, j'en ai parlé tout à l'heure lors de mon analyse de la victoire des Alouettes contre les Stampeders. Une des raisons pourquoi Marc-André, il avait du temps, entre guillemets, pour décocher ses passes, c'est que ses passes étaient décochées rapidement aussi. On est arrivé avec un bon plan de match du côté des Stampeders. Donc, je ne crois pas que si Sean Lemon avait été là, on aurait appliqué plus de pression. Lemon, bon, il avait tenu un sac du quart jusqu'à présent cette année. Mais tout de même, les sacs du quart, ça ne veut pas tout dire, hein. Il est fait régulièrement dans le champ arrière, en train de presser les carrières adverses, de réussir des plaqués pour perdre contre le jeu au sol. Mais je crois pas que ça va avoir un si gros impact que ça, son absence. Peut-être dans le vestiaire, parce que Sean Lemon, s'il y a une chose qui est sans aucun doute, depuis son arrivée avec les Alouettes, il est très apprécié dans le vestiaire. Il prend sous ses ailes les jeunes joueurs, en particulier au niveau de la ligne défensive. C'est un professionnel, il sait quoi leur dire. Il avait encadré Lord Uguak, qui est maintenant avec les Buccaneers de Tampa Bay la saison dernière. Alors, il est grandement très apprécié par ses coéquipiers. Il a commis une erreur, il semble, lorsqu'il portait les couleurs des Stampeders en 2021. On va voir là pendant combien de temps exactement il sera suspendu. Pour l'instant, c'est une suspension. Il est suspendu de façon indéfinie. On ne sait pas pendant combien de temps. Du moins, ça va jusqu'à l'audience de sa cause qui devra avoir lieu les 1er et 2 août prochains. Donc, on ne verra pas Sean Lemon durant le mois de juillet, mais je ne crois pas que ça va avoir un impact, son absence clairement sur la défense. Et pour ce qui est de Jake Maier, il a été en mesure de se débarrasser du ballon rapidement. Il faut donner crédit aux St. Peters et à Dave Dickenson pour leur bon plan de match qui a bien fonctionné en première demi, mais encore une fois, Jake Maier, il a passé pour moins de 200 verges. Donc, ça n'a pas été une si grande performance de sa part contre les Alouettes. Maintenant, la prochaine question, quelle est-elle? Elle nous a été envoyée par qui? Ben, la voici. Alors, c'est Régis. Ben, merci beaucoup, Régis, d'avoir pris le temps de nous envoyer une question. Salut, Didier. Premièrement, félicitations pour le podcast. Je l'écoute depuis quelques années et j'adore. Ben, merci beaucoup, Régis. C'est grandement apprécié. Qu'arrivera-t-il lorsque le contrat de RDS pour les Alouettes finira? J'imagine que Pédado va envoyer la diffusion sur TVA Sport. C'est une question un peu bizarre peut-être, mais à l'ère qu'on est, et alors, oui, à l'ère, oui, qu'en est-il? À l'heure qu'on est, il faut multiplier les plateformes pour écouter le sport. Je trouve ça un peu abusif. J'espère que la NFL ne finira pas par monnayer chaque match via Prime ou autre. Ben, pour ce qui est de la NFL, c'est déjà commencé, là, puisque on avait reçu Ray Lalonde il y a quelques semaines. On a justement discuté de ce sujet. Et puis maintenant, du côté des États-Unis, si vous habitez aux États-Unis et vous voulez ne rien manquer de la NFL, rater absolument aucun match, ben, vous devez être prêt à dépenser 800 dollars durant la saison régulière, 800 dollars américains là, durant la saison régulière, si vous abonnez à toutes les plateformes sur lesquelles les rencontres de la NFL vont être présentées. Alors, Régis, c'est déjà commencé. La NFL, elle vend ses matchs en pièces détachées, là, finalement, là, et tout a un prix. On essaie juste d'augmenter les revenus du côté de la NFL de toutes les façons possibles, que ce soit justement
avec le streaming, mais les matchs qui seront les matchs internationaux aussi. Hein, on tente de développer des nouveaux marchés. C'est pour ça qu'un match va être présenté au Brésil, comme on en parlait tout à l'heure, la rencontre entre les Packers et les Eagles. Alors, c'est déjà commencé, malheureusement, Régis. Et puis, je crois pas qu'on va revenir de l'arrière. Ça va juste continuer dans ce sens-là du côté de la NFL. Pour ce qui est des droits, ben écoutez, les droits du football de la NFL, je me souviens bien, ils sont signés RDS jusqu'à la saison 2026, mais tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est le marché de la télé au Québec, ben, ça va pas bien. Hein. Peu importe. Les gens ne s'abonnent plus au câble comme c'était le cas il y a 10, 15, 20 ans. Et ça, on remonte à plus loin parce qu'il y a beaucoup d'options. Hein. On en a parlé encore une fois avec Ray Lalonde. Il y a beaucoup d'options maintenant en fait de se divertir. Il n'y a pas juste la télé, il y a YouTube, il y a les réseaux sociaux. Donc, il y a d'autres façons de regarder les matchs aussi, les rencontres en direct. Donc, il y a beaucoup d'options pour les gens. Et comme vous avez certainement vu dans les journaux lors des dernières années, lors des derniers mois, que ce soit à RDS ou du côté de TVA, il y a des mises à pied qui ont été faites. Donc, tout ça pour vous dire, il y a beaucoup d'incertitudes qui règnent. Ça, c'est juste la réalité. Juste une question d'être honnête avec vous. Alors, on verra qu'est-ce qui va arriver. Une chose qui va être majeure, c'est au niveau du contrat de télé de la Ligue nationale de hockey. Ce contrat-là va venir à échéance en 2026. On sait, le hockey est roi et maître ici. Le hockey dicte tout. Alors ça va être un dossier à suivre et qui va peut-être nous permettre de savoir ce que l'avenir nous réserve pour la télé sportive en général au Québec. En ce moment, c'est très difficile de vous donner une réponse parce qu'il y a énormément d'incertitudes. Mais le contrat de télé de la Ligue nationale de hockey au Québec, ben ça va nous donner une indication une fois qu'il sera renouvelé. Avec qui il sera renouvelé? Ça reste à voir parce que, encore une fois, le streaming va faire son entrée là, au niveau de la diffusion des matchs de la Ligue nationale de hockey. Dès la prochaine saison, il y a des matchs du lundi soir qui vont être diffusés sur Prime Video. Toutes les ligues sont à la recherche seulement de partenaires au niveau du streaming. Comme je vous dis, je vous invite à écouter l'épisode du podcast Régis qu'on avait fait avec Ray Lalonde. Si vous ne l'avez pas déjà fait, Ray a très bien répondu à plusieurs des questions que les gens ont. Mais ça pour vous dire, il y a beaucoup d'incertitudes présentement et c'est trop tôt afin de vous donner une réponse à ce niveau-là. Donc, j'espère que ma réponse vous a satisfait. Est-ce qu'on a une autre question, Guillaume, ou c'est tout pour aujourd'hui? Oui, donc c'est tout pour aujourd'hui. Alors, encore une fois, je vous invite à nous envoyer vos questions via vidéo. Hein. Si vous pouvez le faire, vous envoyez vos questions par vidéo à l'adresse courriel le sac du quart à commercial gmail.com ou via mes réseaux sociaux. Comme ça va vous donner une chance de vous voir à l'écran également lors du podcast. Bon, on va terminer l'épisode en force. C'était très chargé aujourd'hui. Marc-André va être de retour avec moi afin de discuter de fantasy football. Bon, depuis quelques semaines, tu y vas de ton classement, tu nous dévoiles ton classement aux positions, bien sûr, qui sont utilisées au fantasy football. Et à partir d'aujourd'hui, ben là, tu vas t'attarder à la position d'ailier rapproché. Et on commence en beauté. Hein? On a fait ces concepts, ce podcast-ci, avec le Nord, l'allié rapproché des Lions de la division Nord de la nationale, Sam Laporta. Devant Travis Kelce. Devant Travis Kelce, je pense que Sam Wow. Laporta, c'est l'allié rapproché numéro 1 au niveau fantasy. En 2, nous avons Travis Kelce. En 3, Mark Andrews des Ravens. En 4, Trey McBride des Cardinals de l'Arizona. Et en 5, Dalton Kincaid des Bills de Buffalo. Je pense que ce groupe de 5-là, dans l'ordre ou dans le désordre, c'est vraiment un groupe qui se détache du reste du lot. Et je veux mettre en lumière et je veux m'attarder au cas de Trey McBride, l'ailier rapproché des Cardinals de l'Arizona, qui en 2023, à partir de la semaine numéro 8, il a été l'ailier rapproché numéro 3 au niveau fantasy. L'année dernière, les Cardinals de l'Arizona ont passé 32% du temps à leurs ailiers rapprochés. Ça, c'est un sommet dans la NFL. Et McBride a été ciblé 27% du temps. Mais cette saison, le petit bémol que je dois ajouter, c'est la présence de Marvin Harrison, qui va assurément gober des opportunités pour Trey McBride dans l'attaque des Cardinals, mais je pense qu'il demeure quand même l'option numéro 2 dans cette attaque-là avec un Kyler Murray en santé. Il ne faut pas oublier que avoir une lourde charge de travail, Trey McBride n'est pas étranger à ça. Lorsqu'il était à Colorado State, à sa dernière saison,
Il a obtenu 90 attrapés et plus de 1100 verges par la voie aérienne. Donc, c'est un gars qui est capable d'en prendre, comme on dit. Et je pense que ça pourrait être la grande éclosion. Je vous ai parlé de ce groupe de 5-là. De ce groupe de 5-là, je pense que c'est les 5 ailiers rapprochés qui pourraient terminer au premier rang au total au niveau fantasy en 2024. J'adore Trey McBride. Je l'adore. Je sais que les gens, bon, la saison dernière, ils n'ont pas regardé nécessairement beaucoup les matchs des Cardinals, étant donné qu'ils n'étaient pas dans la course pour une place en éliminatoire. Mais il a la confiance de Kyler Murray. Il est grand, il est gros, il est athlétique, il a des bonnes mains. Moi, je suis un fan de Trey McBride. Je pense vraiment qu'on va assister à son éclosion cette année. Est-ce que ça va être le début de la fin pour Travis Kelce cette année? Vous savez, Travis Kelce, il n'est pas éternel. Là. Puis on l'a vu l'année dernière, en deuxième moitié de saison. Ça avait été difficile par moment pour lui. Là, il s'était remis en marche lors des éliminatoires. Il avait été sensationnel lors des matchs d'après-saison, mais lui-même, il l'avait dit lors de son podcast avec son frère Jason Kelce. Il a dit qu'en saison régulière, il ménageait ses efforts afin d'être en forme pour les éliminatoires. Donc, Kelce est rendu à ce stade de sa carrière. Il ne peut pas jouer nécessairement avec, offrir des hautes performances pendant 17 matchs en saison régulière. Donc, il tente de se préserver pour les éliminatoires. Puis il disait même que Patrick Mahomes lui avait dit à un certain moment durant la saison, écoute, on a besoin de toi au mois de janvier et au mois de février. Alors, pour le Et on le fantasy ménage football, ben aussi. oui, je... Et on le Ouais. ménage dans les matchs. Il est le moins souvent sur le terrain. Andy Reid a fait de la gestion dans son cas aussi, Travis Kelce. C'est pour ça que pour moi, c'est la différence avec lui et Laporta. Ouais, souviens-toi de l'apartheid il y a 2 ans. Immédiatement, lorsque les Lions l'avaient repêché, toi et moi, on était sur son bandwagon. Et écoute, il nous a pas fait mentir de croire en son talent, Sam Laporta. Maintenant, les autres positions. Position 6 à 10 maintenant au niveau de la position d'ailier rapproché. Il y a un vent d'optimisme à Atlanta. Donc, Kyle Pitts en 6, est-ce qu'il va Hmm. enfin, parce que lui aussi, c'en est un autre qui est talentueux, est-ce que la présence de Kirk Cousins va le faire débloquer? On le souhaite. En 7, George Kittle, qui était un habitué du top 5, mais je pense qu'on commence à avoir une fatigue dans son cas au niveau fantasy. Souvent blessé, George Kittle, c'est souvent ça qui Ouais. joue en sa défaveur. En 8, Evan Engram, ton favori. L'année dernière, il a connu une saison exceptionnelle, mais en termes d'attrapés, elle était parmi les meneurs à la position en termes d'attrapés dans la NFL. Il était avec les Jaguars. En 9, Jake Ferguson, du côté des Cowboys de Dallas, qu'on regardait régulièrement. Il était regardé régulièrement par Dak Prescott dans la zone des buts. Et je veux m'attarder en 10 à David Njoku parce que l'année dernière, David Njoku, ça a été boy, il était en Beden également. Regarde-moi ce physique-là. Ben écoute, oui, si tu avais ce chip-là, toi aussi, là, tu serais en chess continuellement, je peux te garantir. Mais oui, il a vraiment été un gagnant fantasy pour ceux et celles qui l'avaient dans leur pool fantasy parce qu'il a vraiment été en feu. Mais je veux m'attarder vraiment, ça a été une saison en 2 temps pour David Njoku. Il a terminé la saison en feu, comme je le disais, en force. Il a été l'élite rapproché numéro 1 avec Joe Flacco. Il a inscrit en moyenne 15,2 points fantasy par match avec Joe Flacco. Mais avec Deshaun Watson, c'était plus difficile. Seulement 6 points fantasy par match. Il était le leader rapproché numéro 13. Par contre, il a été quand même il est venu au 3e rang pour les attraper de plus de 20 verges dans la NFL avec 12. Ça, c'est quand même intéressant. On a un nouveau coordonnateur offensif du côté des Browns de Cleveland, en Ken Dorsey. J'ai vu passer sur les médias sociaux que David Njoku est très excité. Il a parlé du nouveau du nouveau cahier de jeu des Browns. Il a dit qu'il était juicy, qu'il était alléchant pour lui. David Njoku, c'est une force en milieu de terrain. On dit entre les numéros dans la NFL. L'année dernière, en milieu de terrain, 48-4, 554 verges, 4 touchés en 2023. C'est vraiment là son pain, son beurre. Il demeure pour moi l'option numéro 2 dans l'attaque des Browns. J'ai pas peur de Jerry Jeudy en ce moment. Et c'est un choix de 10e ronde en ce moment au niveau fantasy. Est-ce que je pense que c'est une valeur à ce niveau-là? Je suis pas convaincu. Je préfère un gars justement comme Jake Ferguson ou à ce niveau-là, au niveau fantasy, je préfère attendre puis voir mes options peut-être plus en fin de ronde au niveau fantasy à la position d'être rapproché. Mais je veux juste attirer votre attention sur le fait que David Njoku a vraiment du travail à faire au niveau de la chimie avec Deshaun Watson comparativement à Joe Flacco qui est parti à Indianapolis. Écoute, vraiment, Deshaun Watson, depuis qu'il s'est joint aux Bears, bon, il a été ennuyé par des blessures. Je
pense qu'il a juste joué un bon match. Il a peut-être Ouais. obtenu un bon départ depuis qu'il est à Cleveland. Donc, il y a beaucoup à approuver, là, pas juste la chimie avec Njoku. Il y a beaucoup à prouver du côté de Sean Watson, en tout cas. J'ai bien hâte de voir ça. Maintenant, les positions 11 à 15 chez les ailiers rapprochés. Qui retient ton attention? En 11, nous avons Dallas Goedert, l'ailier rapproché des Eagles de Philadelphie. En 12, Brock Bowers, c'est vraiment la grande question parce que il est plus talentueux que le classement où il est en ce moment à la position 12. Je pense que c'est un gars qui peut assurément intégrer le top 5. Je parle juste au niveau du talent. Le problème, c'est le quart arrière, c'est le fait qu'on a Michael Mayer également, c'est l'attaque, c'est plein de choses du côté de Brock Bowers. On parlait David Njoku, Brock Bowers. À ce stade-ci d'un repêchage en 10e, 11e ronde, je pense que je préfère prendre une chance avec Brock Bowers que de prendre un joueur comme David Njoku. En tout cas, c'est mon feeling en ce moment. En 13, pardon, nous avons Dalton Schultz, l'allié rapproché de qui lui a donné quand même beaucoup d'argent du côté des Texans, beaucoup de bouches à nourrir par contre maintenant du côté des Texans. En 14, Pat Freiermuth, l'allié rapproché des Steelers de Pittsburgh. Et en 15, Cole Kmet, l'allié rapproché des Bears de Chicago. Je veux mettre en lumière un peu m'attarder sur Pat Freiermuth, qui a vraiment connu la pire saison de sa carrière en 2023. Il était vraiment lié à une attaque putride avec Kenny Pickett au poste de quart et Mason Rudolph. Et bref, ça n'allait pas bien du côté des Steelers de Pittsburgh. On a un nouveau coordinateur offensif, Arthur Smith. On en parle depuis quelques éditions du podcast maintenant. Donc, Arthur Smith, l'année dernière, j'ai une petite stat pour vous. Les alliés rapprochés des Falcons ont été ciblés près de 30% du temps dans la zone début la saison dernière. Et les alliés rapprochés des Falcons ont été 3e dans la NFL pour les points fantasy aux alliés rapprochés. Mais par contre, on a vu que Arthur Smith n'utilisait pas un allié rapproché unique. On avait Carl Pitts, mais on avait aussi Jonnu Smith qui est venu connaître de grands matchs. Mais là, donc, c'est à se demander si on va faire plus de place à un gars comme Darnell Washington. Je pense que Pat Freiermuth est vraiment... On n'a pas de joueur aussi talentueux en termes de main que Pat Freiermuth. Donc, s'il a vraiment le champ libre du côté des Steelers, il pourrait être payant à la position 14. C'est sûr qu'avec Russell Wilson, on s'attend à ce que l'attaque des Steelers soit améliorée. Il ne faut pas oublier que Pat Freiermuth n'a seulement que 25 ans également. C'est un billet de loterie à ce moment-ci, en fin de repêchage. Et personnellement, je pense qu'il en vaut la chandelle. Si vous tentez peut-être de repêcher 2 alliés rapprochés parce que vous avez pris un Brock Bowers, mais de jumeler un Pat Freiermuth, un Dalton Schultz en fin de repêchage, ça peut être une option intéressante. Ouais, moi j'ai pas d'espoir que ce soit Russell Wilson ou Justin Fields à la position de carrière des Steelers. J'ai hâte de voir ça, cette nouvelle attaque des Steelers avec Arthur Smith, comme tu viens de dire. Je suis pas convaincu, parce que là, si tout le monde, je sais pas pourquoi là, tout le monde parle comme si Russell Wilson va relancer sa carrière, là. Mais écoute, Russell Wilson, ça fait quoi? Ça fait 4 ans là, qu'il en arrache. Qu'il en arrache. Alors, en tout cas, moi j'ai bien hâte de voir ça, mais tu peux me considérer comme étant dans le camp des sceptiques pour la J'avais relance oublié de qu'on l'attaque des avait une Steelers cette divergence année. d'opinion et un pari, toi et moi, avec les quarts des Oui, Steelers. exact. Oui. Exactement. Moi, je te dis, Justin Fields va être le carrière partant plus tôt que tard. Alors, maintenant, il te reste les positions 16 à 20, la position d'ailier rapproché. On a parlé tout à l'heure de TJ Hockenson, il est en la position 16 parce qu'il va rater, en tout cas, la première moitié de saison, les 6 premiers matchs. Donc, c'est pour ça qu'il est si loin. Dès qu'il va revenir au jeu, il va grimper dans les classements, assurément, parce que c'est tout un talent. En 17, nous avons Juwan Johnson, l'allié rapproché des Saints de la Nouvelle-Orléans. En 18, Hunter Henry, l'allié rapproché des Patriots. En 19, nous avons Cade Otton, l'allié rapproché des Buccaneers de Tampa Bay. Et en 20, Noah Fant, l'allié rapproché des Seahawks de Seattle. On s'entend ici, c'est dans vos... Moi, personnellement, j'ai des poules où on repêche 3 alliés rapprochés. Donc, c'est ça, là. C'est pas les gros chars, comme on dit, dans les positions 16 à 20. Mais j'aimerais quand même apporter votre attention à Noah Fant, qui est en 20. Noah Fant, Didier, a quand même signé un contrat de 2 ans et on lui a donné 21 millions de dollars dans l'entre-saison. Et maintenant, on s'est départi de Will Dissly, qui n'est pas de retour, et de Colby Parkinson. Donc, pour moi, ça dit que Noah Fant pourrait voir plus d'opportunités dans l'attaque des Seahawks de Seattle. C'est sûr qu'il a été limité depuis 2 ans avec Seattle, mais sa moyenne
de verges par attrapé est de 12,9. C'est le troisième meilleur dans la NFL à la position l'année dernière. Il a seulement échappé 2 passes en 2 ans à Seattle, donc il a quand même des mains sûres. Et avec la venue du nouveau coordonnateur offensif, Ryan Grubb, qui arrive de l'Université de Washington, l'Université de Washington l'année dernière avait le 7e plus haut total de ballons dirigés vers les ailiers rapprochés dans la NCAA l'année dernière. Donc, c'est sûr que je vous dis pas de repêcher Noah Fant. Il va être sur votre fil de joueur autonome à la fin de la plupart de vos repêchages. Mais je voulais juste amener ces statistiques-là pour vous dire peut-être qu'il va connaître un bon début de saison et soyez pas surpris qu'il soit dans mes recommandations waiver fantasy lors des premières semaines parce qu'il pourrait peut-être potentiellement se développer quelque chose à Seattle avec lui. Oui, non, c'est très vrai. Avec un nouveau système, puis on sait que Fan, c'est un joueur qui est talentueux, il a des bons atouts physiques. Alors ouais, on va devoir le garder dans notre mire, même s'il n'est pas repêché. Et s'il connaît une bonne première semaine d'activité, on va devoir se lancer dessus là, pour l'insérer au sein de notre formation, du moins de le garder sur le banc et que c'est peut-être qu'il va s'avérer être une des perles rares du fantasy football pour la saison 2024. Bon, es-tu soufflé, Marc-André? On a Ouf! fait le tour Le de méga cet épisode. épisode! Méga épisode, ben oui, écoute, ça va être peut-être des méga épisodes, là. Le premier, ben ouais, c'est ça, le premier méga épisode, comme on m'a dit à l'oreille, étant donné qu'on Ouais. va y aller d'une prélude de chacune des divisions à chaque semaine pour maintenant, ben il en reste 7. Hein. On a fait la section nord de l'Association nationale, alors il en reste 7. On en fera une autre section. On va voir, là, on aura le temps d'y penser afin de voir quelle division on va faire la semaine prochaine. Joe Rogan fait à peu près 8 heures de podcast. Nous, on peut bien faire 1h30 de temps en temps. Oui, exactement, absolument. C'est vrai, si Joe Rogan peut faire 3 heures, des épisodes de 3 heures, 4 heures, on peut bien faire un petit Ouais, 90 minutes. Bon, ben exactement. parfait. Ben écoutez, pour les gens qui nous ont écoutés, Marc-André, je te remercie. Je remercie Guillaume également. Alors, pour les gens qui nous ont regardés ou qui ont téléchargé le podcast et qui l'ont écouté, j'espère que cet épisode du podcast, Le Sac du Cœur, vous a plu. On y a mis beaucoup de temps en termes de préparation et on se reparle la semaine prochaine. Oui, passez une bonne semaine.